Alors, aujourd'hui, c'est le courage d'être soi. Alors, c'est vrai que le courage d'être soi, parfois on se dit, mais moi, tout va bien, quoi, je sais qui je suis. Mais quand on creuse un peu, on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça dans la relation à la fois professionnelle, amicale et surtout amoureuse. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, oser être soi, c'est la garantie de vivre une relation authentique et c'est aussi se préserver des relations toxiques. Parce que il y a quelques questions auxquelles on va essayer de répondre ce soir et peut-être qui vous ont interpellé, à savoir, est-ce que vous êtes capable de rester vous-même dans une relation? Est-ce que vous êtes capable de dire oui, de dire non sereinement? Est-ce que vous avez tendance parfois à vous suradapter dans une relation? Est-ce que vous avez parfois aussi du mal à exprimer vos besoins, à poser sereinement vos limites, à être à peu près clair dans ce que vous attendez et à qui vous êtes? Est-ce que vous êtes parfois considéré comme la personne vraiment gentille, qui dépanne, qui sauve, qui est tout le temps là pour les autres? Est-ce que parfois vous êtes dépendant du regard des autres, dépendant de votre environnement, dépendant de la vie des autres dans vos relations? Voilà. Si ça, par moment, ça vous a un peu piqué, eh bien, grâce à Mirana et à David, ce soir, on va essayer d'y répondre. Et puis, donc, Mirana va intervenir et aborder ce thème avec vous. Et puis, vous aurez aussi l'occasion, si vous le souhaitez, au fil de la soirée, de poser des questions à travers le chat. Voilà, donc n'hésitez pas, que ça soit assez interactif. Si dans ce que va dire Mirana et peut-être David qui la rejoindra, il y a des choses qui vous interpellent et vous avez besoin de précision, eh ben, on est là pour vous répondre. Et en fin de soirée, on essaiera de reprendre chaque question. Voilà, je vais passer la parole à Mirana. Elle va se présenter et puis elle va nous faire vivre cette soirée avec peut-être David, son mari, qui va la rejoindre. À toi, Mirana. Merci Olivier. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live un peu plus intimiste. Comme ça, je pense qu'on pourra aller beaucoup plus loin sur certaines choses. Alors, normalement, David devrait être avec moi, mais vous le savez, on a un bébé et elle a 16 mois et là, elle est surexcitée, donc c'est comme ça. Hier, elle s'est endormie à 22h30, hein, on ne s'attendait pas à ça. Je pense qu'aujourd'hui, ça ira mieux, mais donc voilà, pour l'instant, David est avec bébé, ça se passe jamais trop comme prévu quand on a des enfants. La preuve en est. Donc, pourquoi ce thème? Parce qu'en fait, il est très très important. Il aborde énormément de choses dans la relation. Si vous voulez, on ne peut pas arriver à un nous si le je n'est pas posé. Si le je n'est pas posé, le tu va être compliqué et le nous va être compliqué. Donc, on est vraiment dans cette nécessité de parvenir à un jeu, ce qu'on appelle individualisé, ce qu'on appelle être sujet. Pourquoi, en fait, c'est important? Parce que si vous regardez le développement de l'enfant, là, ma fille, à un moment donné, elle va vouloir être le bon objet de sa maman. Elle va vouloir être comme je le veux, pour être aimée de moi, pour exister. Et puis, vous voyez, à l'adolescence, il y a un moment donné, ça se passe pas du tout. Là, au contraire, l'enfant envoie bouler les parents pour exister socialement. Et quelque part, c'est une bonne chose, même si sur le moment, les parents le vivent comme ils le vivent. Et on a une adolescente aussi à la maison, donc voilà, on voit très bien ce qui peut se passer. Donc, la question, c'est sortir du bon objet. Souvent, ce qui se passe, c'est que cette phase-là, elle est plus ou moins intégrée. Et même sortir du bon objet ne suffit pas pour être sujet. C'est-à-dire dire, bon, bah, je suis pas ton objet, c'est une étape, mais il y a un moment donné, c'est est-ce que je suis sujet avec toi? Et donc, dans ce processus-là qui touche totalement à la dépendance affective, à la maturité affective et émotionnelle, on va essayer de vous donner des étapes, sachant que la construction d'un individu, on ne peut pas dire vraiment que ce soit linéaire, que ce soit complètement horizontal. Il y a quelque chose, c'est un peu une spirale, on fait des allers-retours, on tombe, on se reprend, hein, une spirale, vous voyez, hein, ça donne des choses comme ça, où on repasse par certaines choses pour aller plus loin, etc. Donc voilà, le but, c'est pas tellement que vous vous dites j'en suis là, c'est peut-être de regarder des moments où vous êtes allé plus loin, euh,
et vous avez osé être vous-même, et des moments où vous vous êtes abandonné, où vous vous êtes un peu lâché la main. Mais voilà, David, il pourra le dire à sa façon, mais on est tous un peu en train de traverser des cycles où je fais avec toi, et puis je reviens à moi, et puis quand je reviens à moi, ben, des fois c'est un peu compliqué de revenir vers toi. Voilà, on traverse ces phases, mais on les traverse plus ou moins vite, hein, c'est la spirale. Comme je vous l'ai dit, soit on s'éloigne vraiment du centre de soi-même, soit on est plus centré. Et ça va plus vite. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de comprendre à quel point être sujet, c'est justement ne plus être le bon objet de l'autre. J'ai plein d'exemples. Il y a des gens en séance qui me disent, oui, je ne sais pas quoi répondre à mon chéri. Il me dit que je devrais m'habiller comme ci, que je devrais faire que ça, ceci, cela. Bah, vous voyez, si elle est sujet, elle n'a plus de problème avec ça. Si elle est objet, elle va avoir un grand problème avec le fait qu'il est en train de la traiter comme une poupée. Vous voyez? Je vais peut-être laisser David enfin, dire bonsoir au moins quand même avant de commencer. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je suis un peu désolé, j'arrive en cours de route, mais voilà, c'est les aléas de la vie familiale. Je me suis occupé de coucher la petite qui est un peu agitée en ce moment. Donc je m'excuse, je sais pas trop ce qui a été dit avant. Euh, donc oui, ce soir, on va beaucoup vous parler de d'autonomie, d'être sujet, de se positionner dans la relation. Euh, et pour ça, on va commencer par poser quelques petits concepts très simples. On va pas rentrer dans des grands concepts, mais c'est important de le comprendre. Déjà, définir le concept de ce que c'est qu'être adulte. En psychologie, je parle. Donc, être adulte, c'est bien évidemment être majeur, avoir 18 ans, être autonome financièrement, être autonome psychologiquement, c'est-à-dire s'être détaché de ses parents et avoir cette capacité de penser par soi-même, ce qui n'est pas toujours C'est le cas même à un âge très avancé. Parfois, on peut être complètement dépendant encore de ce que pensent nos parents sur nous, sur nos actes, sur nos comportements, et également d'avoir choisi sa sexualité. Voilà. Donc ça, ce sont les quatre critères qui définissent déjà ce que c'est qu'être adulte en psychologie. Être adulte, c'est pas simplement avoir 18 ans. Voilà. On peut avoir 45 ans et en fait ne pas être suffisamment adulte parce qu'on ne s'est pas encore détaché réellement des loyautés familiales et de notre histoire. Voilà. Ensuite, on va vous parler de ce que c'est qu'être sujet, parce que en fait, dans le parcours d'un individu, et notamment quand on vit une relation amoureuse, le parcours, c'est de devenir sujet. Alors, sujet, c'est quoi? Je vais vous donner encore des concepts psychologiques pour savoir de quoi on parle. Le sujet, c'est un individu ayant une personnalité, d'accord? Donc, c'est pas quelqu'un de quelconque, c'est d'avoir une vraie personnalité affirmée, quelqu'un qui est libre de sa parole, d'accord? Acteur de sa propre histoire, qui cependant se soucie de l'autre. Voilà. Et pour le résumer d'une phrase simple, c'est un sujet et quelqu'un qui n'est pas quelconque, qui se soutient de ses désirs tout en tenant compte de l'autre. Voilà. Et on va vous présenter tout à l'heure les différents cycles de croissance euh, pour aller vers l'autonomie. Voilà, puisqu'en fait, dans la relation, on va passer par différentes étapes, différents cycles de croissance pour pouvoir apprendre à être sujet. Voilà, c'est tout le parcours, c'est tout l'objectif, en fait, quand on vit la relation. Et c'est ça qui est souvent très difficile, particulièrement dans la relation amoureuse, mais pas que, également dans les relations amicales, familiales, c'est d'être pleinement soi-même face à l'autre voilà, tout en se soutenant de son désir. donc quand dans la citation David il dit sujet c'est quelqu'un qui n'est pas quelconque. euh, Bon, je ne veux pas faire un cours de lettres hébraïques, mais bon, peut-être qu'il y en a qui vont comprendre l'état d'esprit. En fait, on voit dans les lettres hébraïques à quel point, pour s'individualiser, il faut sortir de la masse. On ne peut pas, à un moment donné, savoir qui on est si on reste dans la masse. Et la masse, alors voilà, c'est un peu, dans les concepts, c'est un peu guerre-épée. La guerre est nécessaire pour qu'à un moment donné, notre individualité ressorte, pour qu'on voit qui on est, pour voir qui est chacun de nous, en fait. Donc, on a besoin, à un moment donné, quelque part, du conflit pour se détacher des autres et parvenir à dire je suis différent de toi.
Sinon, on serait dans une espèce de marasme où tout le monde serait confondu et on ne verrait même pas qui a plus de sagesse qu'un autre, qui est adulte même, qui est plus mature. Donc on a besoin de ce frottement comme ça qui est plus comme le concept de guerre, entre guillemets, pour dire, voilà, je suis différent de toi et grandir, c'est ce processus de séparation de l'autre. Donc, euh, être sujet, c'est assumer son individualité, assumer son unicité et donc accepter son unicité. Accepter que on a tous notre bizarrerie, on est tous un peu étranges sur les bords. Euh, et ça, c'est l'assumer dans le monde en se disant, ben voilà, je m'accepte et je m'assume. Et donc, si vous voulez, ça, c'est possible aussi si on accepte de quitter papa-maman. Parce que papa, maman, ils avaient des projets pour nous. Et les projets qu'ils ont pour nous, bah, c'est pas forcément les projets que Dieu a pour nous, hein. On le voit pour Jésus. Bah, d'abord, je m'occupe des affaires du haut. Donc, il y a vraiment ce détachement à un moment donné par rapport à ce qu'on a reçu, à un héritage reçu, détachement ou purification, pour se dire, je crée la vie par rapport à mon unicité. Je garde ce que j'ai à garder, et encore, je parlerai plutôt de purification. Et donc, il y a une séparation avec quelque part là où on est le monde, là où on est la société. Donc, je dois assumer une certaine, je sais pas comment dire, virilité, une certaine combativité. C'est pas possible à un moment donné d'être soi comment on va dire, en ayant comment dire, l'amitié de tout le monde. Il y a forcément à un moment donné des gens à qui on va déplaire. Il y a un truc qui dit je préfère être détesté pour qui je suis plutôt qu'être aimé pour qui je ne suis pas. Voilà, donc vous voyez, il y a vraiment cet esprit quand même de combativité qu'on retrouve dans les lettres hébraïques où on se dit, ben non, en fait, pour exister, pour être ce que tu es, exister, c'est être à l'extérieur, on ne peut pas le garder à l'intérieur. Eh bien, il y a une forme de combativité, il y aura des conflits à assumer, il y aura des chocs à l'extérieur. Tu veux poursuivre peut-être? Oui, simplement dire que finalement, le parcours pour être sujet, hein, on va souvent employer ce terme-là, mais euh, c'est d'apprendre de passer de son identité construite à l'identité réelle. L'identité construite, c'est ce qu'on appelle vulgairement l'ego. On se fait une représentation du moi, on appelle ça aussi le vieil homme dans la tradition chrétienne, voilà, l'ego. Et en fait, l'idée est de passer à notre identité réelle, c'est qui nous sommes vraiment, c'est notre être. Et d'ailleurs, tout chemin spirituel, c'est cette quête d'aller vers qui nous sommes véritablement. Mais au-delà de toutes les croyances qu'on peut avoir sur soi, par rapport à tout ce qu'on a pu vivre par le passé, dans notre enfance, toutes les injonctions qu'on a pu recevoir, les croyances limitantes. Donc il y a vraiment ce travail, c'est un processus à vivre et qui va aussi beaucoup se vivre dans la relation. Euh, c'est de s'accepter en fait tel qu'on est, avec ses qualités, avec ses défauts, également avec ses blessures, voilà, et d'être vraiment en accord en fait avec qui nous sommes. Euh, on doit être vraiment dans une étape d'acceptation, et pour ça, ça demande quand même d'être en paix avec son histoire, en paix avec son passé, parce que tant que vous n'êtes pas en paix avec votre passé, euh, vous allez vous battre avec vous-même intérieurement, avec les autres dans la relation et vous n'allez pas arriver en fait à construire euh, des relations harmonieuses, épanouissantes avec les autres. Voilà. On le voit avec Mirana très souvent, c'est quelque chose qui bloque, c'est de pas être en paix, de pas être libéré avec le poids de son passé. Voilà. Donc après, on vous dit pas qu'il faut faire forcément une thérapie ou quoi, mais il y a quand même un travail de relecture de son passé, de se libérer du poids de son passé. C'est j'accepte mon passé pour vivre mon présent, pour arriver à me projeter dans l'avenir. Voilà. Après, c'est vrai que la vie amoureuse permet vraiment de voir jusqu'où on est libéré du passé. S'il y a bien un endroit qui nous dit ce qui nous reste du passé, c'est la vie amoureuse. Ça, pour ça, voilà, la vie amoureuse ne trompe pas, c'est-à-dire que vous allez retrouver dans votre vie amoureuse ce qu'il y a à travailler. Ce que vous n'avez pas travaillé va ressortir dans votre vie amoureuse. Donc, c'est le bon thermomètre, sachant que quand pas grand-chose se passe dans la vie amoureuse, généralement, c'est pour pas vivre des choses douloureuses, difficiles, que pour le moment, on n'a pas réussi à gérer. Donc ça, c'est très important. Alors, euh,
Dans l'idée, là, c'est aussi de vous expliquer, donc être sujet, ça renvoie à assumer l'individu que l'on est. Donc il y a un concept, ça s'appelle l'individuation. Et en fait, l'individuation, c'est quoi? C'est dire je. C'est-à-dire, il y a un moment donné, dire je, ça permet de dire, voilà, moi je veux ça, moi je suis ça, moi je fonctionne comme ça. Alors le but, c'est pas d'arrêter, de s'arrêter à mon moi je, hein, mais on peut pas à un moment donné s'effacer, hein. Sinon, en relation, on est dans si on est avec quelqu'un, on est dans un plus un mange l'autre. Donc ça fait un plus un est égal à un. Donc, on est quand même obligé dans les relations de porter son individualité pour exister. Euh, et c'est conflictuel. C'est vrai que bah, c'est pas possible d'avoir envie de la même chose tout le temps. Donc, forcément, il y a une forme ouais, de conflit, de combativité à assumer. Alors, par moment, on a peut-être la flemme, mais il y a quand même de ça. Donc, dire je, c'est poser ses besoins, poser ses limites, poser son caractère. Euh, Ça, c'est tenir compte de soi. Donc ça, c'est dire je. Il y a un moment donné, bien sûr, on grandit, on va dire, bon, bah, il y a quelqu'un d'autre en face, et lui aussi, il pose ses limites, il pose son caractère, il pose son adversité, il pose ses conflits aussi. Il y a des choses, voilà, il va pas être d'accord avec moi. Et à partir de là, bah, le travail commence. C'est là que le travail commence. Là, on est dans un plus un commence à faire 2. Voilà, là, il n'y a plus personne qui bouffe l'autre. Ça commence à frotter, il y a deux individualités qui ressortent. Et c'est une étape très importante. Je ne suis pas comme toi, tu n'es pas comme moi. Et est-ce que on va oser faire couple avec ça? Est-ce qu'on va oser trouver un espace commun, un projet commun euh, qui unit nos deux individualités, qui unit nos deux différences, nos deux personnalités? Donc, bien sûr, hein, comme on le dit, on ne va pas le répéter, il faut avoir un projet quand même commun. Hein, ça ne sert à rien d'essayer de faire ça avec quelqu'un qui veut vivre en Ouganda et vous à Toronto, bien sûr. Mais vous voyez, dans l'idée, c'est d'abord, bah, le risque, c'est de se laisser aspirer par l'autre. Et puis ensuite, c'est de dire, ben non, en fait, moi, c'est pas ce que je veux. Ah, toi, tu veux quoi? Ah ben moi non plus, je veux pas ça. Bon, ben on n'est pas d'accord. Mais c'est une étape complètement nécessaire. J'appellerais même cette étape euh, quelque part le moment où les deux épées s'aiguisent et on est d'être à être, on est en vérité. C'est une étape pour moi, si elle n'arrive pas dans les fiançailles, il y a un problème en fait. Il y a vraiment un gros problème. Il faut qu'à un moment donné, chacun se dise, c'est ce que je suis, tu me vois dans mon entièreté, tu prends ou tu prends pas, et tu es qui toi? Et je te vois dans ton entièreté et je prends ou je ne prends pas. Et pour moi, cette phase-là, elle est hyper importante parce qu'elle montre deux individuations assez fortes qui peuvent provoquer une perte. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va se poser la vraie question de est-ce qu'on s'attache ou est-ce qu'on se perd? Et ça, c'est très important. Voilà, nous, on accompagne énormément de gens. Ils font tout pour pas toucher ça. Ils tournent autour du pot pendant un an et demi. Mais, euh, mais c'est ça, en fait. C'est de dire, ils disent, oh, on se connaît pas assez. C'est pas forcément ça. C'est important de connaître l'autre, mais c'est pas forcément ça. Donc, là, c'est vraiment de se dire, bon, en fait, c'est qui tout double? Soit on continue ensemble, et on négocie, on trouve quelque chose, on vérifie que le projet nos projets puissent coller, qu'on a vraiment le désir d'aller à peu près au même endroit, hein, et que personne ne fait de compromis, soit effectivement nous allons nous perdre. Et ça, vous ne pouvez pas vous attacher, vous ne pouvez pas passer du un plus un est égal à 3, donc un couple où chacun garde son individualité et où il y a un espace nouveau créé ensemble. Ça, c'est vraiment le but à atteindre, sans à un moment donné accepter que vous pouvez perdre l'autre et l'autre peut vous perdre et que l'autre peut vous dire non pour ce que vous êtes et vous pouvez dire non à l'autre pour ce que vous êtes. Donc il y a vraiment cette nécessité d'accepter de perdre l'autre pour bien s'attacher. Voilà. Et ça, c'est vraiment fou parce que bah, il y a beaucoup de gens, quand le célibat traîne, c'est soit ils ont un attachement ventouse, parce que, quoique, attachement ventouse, généralement, ils sont quand même avec quelqu'un, mais ça traîne, ils n'arrivent pas à partir, voilà, ils sont plutôt en dépendance affective.
Mais quand il y en a, ils sont seuls depuis très longtemps et que c'est un peu le désert affectif, c'est plutôt un attachement fuyant. C'est des gens plutôt qui ont peur de perdre l'autre, mais qui du coup s'y attachent même pas et qui du coup ne prennent même pas le risque de ressentir ça, de ressentir ben, que l'autre peut dire oui, qu'on peut dire oui, qu'on peut dire non et que l'autre aussi peut dire non. Donc vous voyez, c'est très important et c'est douloureux jusqu'à ce qu'on comprenne que l'amour, c'est passer par cette étape-là, parce que j'ai envie de dire ce précipice où en fait on est libre en fait. Si on choisit d'être ensemble, c'est parce que le projet nous plaît et c'est parce qu'on sait que l'autre il va pas changer pour nous et parce qu'on sait que quelque part l'invitation c'est de grandir ensemble autour d'un projet. Et là, on tombe sur du 1 plus 1 est égal à 3. Voilà. Donc, la clé qui est douloureuse, c'est quand même de se dire, bon, bah, je sors toujours cet exemple, je suis désolée pour ceux qui l'ont déjà entendu, hein, c'est cet exemple de un couple, maintenant ils sont ensemble depuis X années, ils ont au moins 12 enfants, et elle faisait des allers-retours, je sais pas si je vais être avec toi, je sais pas, tu sais, oui, non. Et lui a dit, écoute, moi, les trucs sitcom, là, ça me va pas. Les hauts, les bas, ça va. On avance, non, on n'avance pas. Je sais plus ce que je veux. Dis, si tu veux vivre tes trucs sitcom, série B, bah, ce sera pas avec moi. Moi, je veux construire. J'ai plein de projets. Je veux plein d'enfants. Donc, soit on y va ensemble, soit vraiment, je te renvoie à ta liberté et je reprends la mienne. Et puis, bonne route à toi et bonne route à moi. Bah, dans la nuit, elle s'est recalée. Le lendemain, elle a dit, allez, c'est bon, j'arrête. Voilà. Vous voyez comment on peut grandir vite en posant vraiment la perte. Parce qu'en fait, c'est le rappel, on ne s'appartient pas. Mais même marié, des fois, il faut le reposer. On ne s'appartient pas. Donc, on donne sa vie, mais personne n'a une main mise dessus, en fait. Donc, c'est vraiment cette bascule-là qui est compliquée quand on est vraiment en dépendance affective, mais tant qu'on le fait pas, et vous voyez, c'est une bascule psychologique, et ben on reste prisonnier dans plein de jeux troubles qui font que soit se suradapte à l'autre, soit eh ben, on n'arrive pas à pleinement se donner et à créer un espace ensemble. Alors peut-être que tu as manqué des petits bouts. Est-ce que vous avez des questions déjà sur ça? Peut-être ça peut faire. Ouais, Olivier, est-ce qu'on a des questions? Je sais pas, il y a le chat, il est ouvert ou Non, j'ai pas? Non? l'impression. Pas Comme de on a dit les questions? questions à la fin, mais bon, c'était au Ah, cas où. ok. Ok. Ah, il y en a qui n'ont pas le son. Ok. Il Est-ce n'y que... a, pas de questions pour le moment. Ok. Bon, bah, bon, n'hésitez pas en tout cas s'il y a des choses qui sont pas claires ou peut-être aussi des points sur lesquels vous résistez, hein. N'hésitez pas à résister à ce qu'on dit. Ne nous croyez pas, mais essayez de voir si ça rejoint votre expérience aussi. Euh, Par rapport à ce que disait Myrna, alors j'ai perdu un peu le fil, je suis encore désolé, mais il y a la petite qui veut vraiment pas dormir. Euh, je voudrais vous parler des cycles de croissance vers l'autonomie. Donc ça, c'est tiré de l'analyse transactionnelle. Et en fait, ça explique que tout individu, dans dans son processus de développement et d'autonomisation, ou d'individuation, on va passer par différents cycles de croissance. Et en fait, dans la relation, on va passer aussi par ces différents cycles de croissance. Voilà. Et donc, je voudrais vous les donner rapidement. Alors, j'avais prévu tout un PowerPoint, mais bon, comme je suis pas sur le bon ordi, là, je pourrais pas vous le présenter. La première étape, en fait, dans les cycles de croissance, c'est la notion de dépendance. En fait, on est le bon objet de l'autre. C'est là où on est béni oui oui. C'est là où, en fait, on va rechercher beaucoup la fusion avec l'autre. Euh, Encore une fois, toutes ces étapes, c'est OK que vous passiez par ces étapes. Ça peut devenir symptomatique ou dysfonctionnel si vous restez trop bloqué parce que ça vous permet pas en fait d'évoluer et ça permet pas de faire évoluer la relation. Voilà. Donc la première étape, c'est la notion de dépendance. Ça correspond typiquement au stade de l'enfant. Vous voyez, dans le processus de l'enfant, il est complètement dépendant de ses parents. Il dit oui à ses parents, il écoute, il est le bon objet. Ensuite, on rentre dans la deuxième phase, c'est la contre-dépendance. Donc ça correspond, on va dire, à la stade de l'adolescent, vous voyez, qui est encore complètement dépendant de ses parents, mais qui va dire non. En fait, il va s'opposer pour commencer à exister, pour commencer à s'individuer de ses parents. Donc ça, c'est la phase où on commence à dire non à l'autre, où on marque l'altérité, où on accepte le conflit, on accepte le désaccord,
Voilà. Et on prend l'autre comme un mauvais objet. Alors, c'est des termes psy, mais ça veut dire que l'autre n'est plus le bon objet, mais l'autre devient le mauvais objet. Voilà. Dans ces deux premières phases, c'est là où on retrouve toutes les personnes qui sont dans la dépendance affective. Pourquoi? Parce que ce soit dans la phase 1 ou dans la phase 2, en fait, on n'est pas encore capable de vivre la relation sans complètement avoir besoin de l'autre comme référent. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, on n'est pas encore suffisamment autonome, libre et indépendant dans la relation. Et donc, soit on est toujours dans l'opposition face à l'autre, mais en fait, on a toujours besoin que l'autre soit là de son aval, soit on est béni oui, on est complètement effacé, voilà, on est dans la fusion. Ensuite, on rentre dans la troisième phase, c'est la phase d'indépendance. Voilà. Donc là, en fait, on commence à se soutenir de son désir, à être beaucoup plus autonome parce qu'on se soucie plus vraiment de ce que pense l'autre. Donc c'est une phase un peu où on est un peu plus égoïste, individuel, mais il faut comprendre que c'est une phase qui est nécessaire. Si on veut, à un moment donné, pouvoir être libre dans une relation, il faut être capable aussi de faire par rapport à soi et de plus avoir besoin de l'autre comme référent. Voilà. Euh, donc c'est vraiment une phase où on développe l'autonomie, on développe la liberté, sauf que le- le- l'écueil dans tout ça, c'est qu'on ne tient pas vraiment compte de l'autre. C'est-à-dire qu'on est un peu, voilà, on pense beaucoup à soi de façon égoïste, individualiste. Et c'est d'ailleurs dans cette phase-là où il y a beaucoup, beaucoup de couples qui se séparent. Parce qu'en fait, c'est quand même, ça peut être très confortable d'avoir cette espèce de jouissance de la liberté, cette autonomie absolue dont aujourd'hui on prône beaucoup dans notre société. Voilà. Et de dire, bah, en fait, moi, je suis bien, je suis libre, j'ai plus trop envie de contraintes. Et Je prends ce que j'ai à apprendre de voilà, chez l'autre. je préfère me séparer. Ensuite, la quatrième phase, et là, ça devient vraiment intéressant. Et là, ça rejoint ce que disait Mirana. On commence à rentrer vers le 1 plus 1 fait 3. C'est que en fait, j'ai cette capacité de me soutenir de mon désir, de faire ce que j'ai envie de faire, mais je vais vouloir tenir compte de l'autre. Voilà. Mais c'est pas comme dans les premières phases où c'est un besoin parce que je sais pas faire autrement. Non, c'est je consens à me soucier de l'autre, me soucier des besoins de l'autre, des désirs de l'autre, qu'est-ce qui est bon pour l'autre. Voilà, c'est vraiment de rentrer dans une forme de bienveillance et du coup, ça demande aussi de perdre un peu des libertés qu'on a pu acquérir dans l'étape juste avant, mais pour consentir en fait à gagner des libertés au sein du couple, au sein de la relation. Voilà. Donc ça, c'est la phase d'interdépendance. Et ensuite, il y a la dernière phase, c'est la phase de subdépendance, où là, en fait, on est deux sujets. On va dire que tout couple tendrait vers ça, mais tout le monde ne va pas s'en donner les moyens. Et là, c'est vraiment chacun est sujet. Le couple, il est 1 plus 1 égale 3. Il y a moi, il y a toi, il y a le couple qui fait une entité. Et là, vraiment, chacun est pleinement, pleinement libre d'être lui-même, euh, tout en étant attaché à l'autre. Voilà. Du coup, là, c'est vraiment un attachement sain, bienveillant, respectueux de la différence de l'autre, respectueux de la responsabilité de chacun, voilà, qui permet vraiment une relation bienveillante. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, en fait, ce qui permet donc d'en arriver à la subdépendance dont parle David, donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est assumer qu'on peut perdre l'autre à un moment donné, pas tout faire pour le retenir, pas tout faire pour s'adapter à lui, pas tout faire pour lui plaire, oser déplaire. C'est-à-dire qu'il faut s'habituer à ces sensations désagréables. Bah, j'ai déplu. J'ai dit ce que je pensais, ça a déplu, peut-être que je peux demain penser à autre chose, mais là, bah, j'ai été vraie dans ce que je pensais aujourd'hui, etc. Donc, c'est vraiment assumer ses aspérités. C'est pas forcément confortable, mais vous verrez qu'il y a des personnes, ben, en fait, que ça va attirer, il y a des personnes que ça va repousser. Donc c'est aussi ça, c'est-à-dire que vos aspérités vont aussi vous protéger. Il y a des gens qui vont pas du tout être dérangés parce que vous êtes comme ci ou comme ça, et il y a des gens que ça va déranger. Mais vous pouvez faire confiance à ça en fait. Euh, le but, ce n'est pas de chercher ceux qui nous ressemblent pour fusionner avec. Le but, c'est d'être pleinement soi-même, de voir qui veut exister avec nous et de s'amuser avec qui veut s'amuser, entre guillemets. Donc, vous voyez, pour parvenir à ce niveau-là de liberté d'être et laisser l'autre être, ça concerne la maturité affective.
La maturité affective, elle s'acquiert comment? Elle s'acquiert quand chaque fois que je suis capable de faire la différence entre mes émotions et le réel. Bingo. Déjà, si vous pouvez vous détacher enfin pas détacher, mais décoller vos émotions du réel. Les personnes immatures, elles prennent la violence de leurs émotions pour le réel. Ça, c'est compliqué. On peut rien faire pour des gens comme ça, hein. Moi, j'ai une personne, elle m'a sauté au cou sur les réseaux sociaux parce que sur les réseaux sociaux, je dis des choses, ça peut pas convenir à tout le monde, etc. Mais voilà. Puis je suis sur un terrain très pratico-pratique aujourd'hui, hein, les célibataires, plutôt chrétiens. Et elle me saute au cou. Elle me dit, mais ce que vous dites est violent. Bah, force est de constater que pour les autres, ça l'était pas. Donc pourquoi pour elle, ça l'était? Et ben, elle n'a pas su prendre la responsabilité en se disant, ce que je ressens est violent. Maintenant, vous dites ce que vous dites. Est-ce que c'est vraiment violent? Ben, à vérifier. Donc, vous voyez, plus on plaque nos émotions sur le réel, plus ça devient compliqué et plus, en fait, on est mêlé au réel, en fait. C'est-à-dire, on devient complètement mélangé au réel et on peut plus regarder les choses de façon très claire et lucide et travailler sur ses émotions. Donc là, c'est le pire niveau. Et ça, forcément, bah, c'est un niveau de dépendance parce que vous imaginez, si l'autre, il dit quelque chose, eh ben, je vais me coller à ses mots et je vais lui dire pourquoi tu as dit ça et je vais lui demander de plus dire ce qu'il dit pour pas que je ressente ce que je ressens, etc. Donc, il y a vraiment cette force à acquérir de différencier, bon, bah, je ressens ça, je fais le tour de ce que je ressens, hein. Moi, j'aime dire que je fais le pourtour de mes émotions, je vois jusqu'où elles vont, jusqu'où elles me dérangent, etc. Pour, à un moment donné, me dire, bon, bah, ça, c'est mes émotions, concrètement, factuellement, il s'est passé quoi? Voilà. Je redéroule le film, la bobine, bon, bah, il s'est passé quoi? Ça m'a fait quoi? Voilà. Sans vouloir changer ce qui s'est passé, mais sans non plus vouloir changer ce que je ressens, hein. C'est déjà l'accueillir et savoir qu'est-ce que je voulais dire avec ces émotions. Donc ça, c'est très, très important euh, de ne pas fusionner avec le réel, de ne pas prendre ses émotions pour le réel, de toujours faire cet effort, de dire voilà ce que je ressens et voilà factuellement ce qui se passe. Ça, c'est la clé. Quand on est capable de faire ça et de s'exercer à ça pendant plusieurs années, il y a un moment donné, on atteint un certain niveau d'individuation, on se dit, bah voilà, j'ai des plus, ça m'a fait ressentir ça, mais factuellement, il s'est passé ça et on ose de plus en plus être soi-même. Donc, comme je vous disais, c'est une spirale, c'est pas j'ai osé être moi-même aujourd'hui et demain sera facile. Euh, c'est de plus, c'est de plus en plus facile, mais ça demande aussi de plus en plus de courage, je pense. Je pense. Oui, et du coup, ça demande aussi, quand on veut être vraiment sujet, vraiment libre dans une relation, bah déjà de savoir dire non. Et Dieu sait s'il y a beaucoup de personnes qui fuient le conflit parce que conflit, ça peut rimer avec je vais perdre le lien, l'autre ne va plus m'aimer. Il y a beaucoup de personnes hein, qui ont vraiment qui fuient le conflit, qui aiment pas ça, qui ont peur du conflit et des conséquences. Mais il faut comprendre que si on n'accepte pas le conflit, c'est ce qui marque justement l'altérité, c'est ce qui marque la différence. Donc si on n'est pas capable et qu'on n'assume pas de vivre le conflit dans la relation, on ne pourra pas rentrer dans cette deuxième phase dont je parlais de contre-dépendance, puisque la contre-dépendance, c'est de dire non, c'est de savoir mettre des limites, de savoir s'affirmer, de savoir se positionner. Également, si on n'est pas capable de décevoir l'autre, c'est-à-dire si on n'accepte pas qu'on puisse décevoir l'autre. Pareil, chez beaucoup de personnes, c'est très, très, très difficile. Quand on a une mauvaise estime de soi, une mauvaise image de soi, en fait, on va toujours vouloir en faire des caisses. Vous voyez, je parlais tout à l'heure de l'identité construite et l'identité réelle. On va vouloir donner une bonne image de soi, mais en fait, on sera pas libre d'être pleinement nous-mêmes. Et que pareil, si vous voulez être libre d'être pleinement vous-même en relation, il faut accepter de pouvoir décevoir l'autre. Donc, je suis pas en train de dire qu'il faut être tout le temps décevant, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est d'accepter qu'il y aura parfois des comportements, vous allez avoir des attitudes qui vont décevoir l'autre. Et en fait, c'est OK. Et d'ailleurs, ça a à voir avec la maturité aussi, la maturité affective, de dire, en fait, c'est OK. C'est inhérent dans le couple qu'on puisse se décevoir. On va arrêter de sortir du fantasme et de l'idéalisation qu'on ne devrait pas se décevoir. En fait, on va se décevoir. Mais c'est en acceptant cette réalité-là qu'on va justement pouvoir être pleinement soi-même. Voilà. Et c'est là aussi où on vient aussi vérifier l'amour qu'on a l'un pour l'autre. Parce que si l'autre, il reste avec moi, malgré que je puisse le décevoir et réciproquement, ben, ça fait grandir aussi ce lien d'amour et cette réciprocité.
Donc ça demande quand même aussi de faire vraiment un travail, d'accepter parfois de dépasser ses peurs, parce que tout ce que je viens de dire là, si par exemple vous êtes concerné par la peur du conflit, ben, les premières fois où vous allez vivre un conflit, vous risquez de trembler. Et oui, Voilà, parce que vous allez avoir l'impression, peut-être par rapport à votre histoire, par rapport à vos blessures, par rapport à vos croyances, que la relation va s'arrêter, que l'autre va vous quitter, que vous êtes plus digne d'être aimé. Voilà. Et donc, par rapport à ça, vous voyez, votre ego, vos croyances, à un moment donné, ça va générer beaucoup, beaucoup de peur face à cette situation-là. Mais si vous acceptez pas de traverser ces peurs-là, vous n'allez pas pouvoir, en fait, être pleinement vous-même dans la relation. Et nous, un des constats qu'on fait beaucoup avec Mirana, c'est que beaucoup de personnes ont peur de se mettre en relation, c'est-à-dire de s'attacher à l'autre, parce qu'en fait, elles ont peur de se perdre dans la relation. Voilà. Elles ont peur. En fait, faut comprendre qu'on est capable de bien s'attacher quand on est capable de se détacher facilement. C'est-à-dire que je peux facilement me mettre avec quelqu'un, mais je sais qu'à tout moment, je peux rompre la relation, je peux être quand même moi-même, même si je suis engagé avec quelqu'un dans une relation. C'est ça, c'est que la capacité de bien s'attacher, ça a à voir avec la capacité de pouvoir se détacher. Et en fait, très souvent, nous, on le voit chez les personnes qu'on accompagne, c'est qu'en fait, il y a souvent cette peur de s'attacher à la personne. Et du coup, la stratégie, c'est quoi? C'est j'aurais besoin d'avoir 1000 certitudes avant même de m'attacher pour me dire, bon, ben ok, je peux aller dans cette relation parce que là, normalement, ça devrait le faire. Voilà. Or, ça fonctionne pas comme ça. Pour pouvoir s'attacher, il faut rester ouvert à la relation, il faut accueillir l'autre dans ce qu'il est, et ensuite vous allez tisser la relation au fur et à mesure. Mais vous pouvez pas maîtriser la relation, c'est pas possible. c'est rigolo parce qu'il y a beaucoup de femmes, plutôt des femmes, j'ai l'impression, qui me disent oui, alors franchement, je fréquente un homme depuis 6 mois, depuis un an, des fois un peu plus. Et, bon, bah, on a le même projet, c'est un homme bienveillant, mais il m'attire pas autant que celui qui a pas voulu une relation avec moi, etc. Et quand je lui demande bah, qu'est-ce que ça te permet, le fait qu'il soit moins attirant que cet homme, à coup sûr, c'est souvent, bah, c'est vrai que maintenant, j'ai pas de problème pour être moi-même. Vous voyez, c'est très intéressant quelque part. Elles rêvent d'un homme hyper charismatique avec lequel en fait elles ont du mal à être elles-mêmes ou bah, elles se plieraient en quatre pour l'avoir ou bon, bref voilà. Et je fais pas de dessin. Et finalement, la vie amène à ces personnes un homme peut-être moins attirant, moins bling-bling, mais avec qui elles ont plus d'espace pour être elles-mêmes. Vous voyez, donc c'est vraiment intéressant parce que par moment dans la relation, finalement, on cherche quelque chose qui va fortement nous émouvoir, ouais, et nous faire nous attacher à l'autre au risque de nous perdre, plutôt qu'être intéressé par une vraie relation où on est deux altérités et on construit quelque chose. C'est pas les mêmes paillettes, c'est pas les mêmes sensations, c'est pas le même défi, mais ça les perturbe. C'est-à-dire que quelque part, euh, pour certains, fusionner avec l'autre, vivre des choses très intenses, se perdre, oui, se perdre, c'est ça, et aussi quelque chose de plus grisant qu'être une altérité. Donc vous voyez, c'est pas facile, c'est pour ça que je parle de dépendance affective. Pour sortir de la dépendance affective, il faut se dégriser de cette transe affective où ben, on cherche quelque chose de fusionnel, on cherche de quelque chose de très fort en sensation, mais c'est pas le défi de l'altérité. Finalement, l'altérité, c'est pas je te trouve beau tous les jours, c'est en fait j'ai une altérité et c'est intéressant en fait. Euh, on voit pas les choses de la même façon, on veut pas les choses de la même façon ou au même moment, etc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui va émerger de ces deux pôles opposés, hein, c'est la prise électrique, quoi. Donc, euh, moi, je dirais que c'est intéressant, cette quête d'attirance physique, etc., qui pousserait presque à se suradapter euh, et à retourner dans un état fusionnel, etc., alors que le couple, c'est plutôt 1 plus 1 est égal à 3.
et on n'est pas en train de conquérir l'autre, on n'est pas en train de tout faire pour l'obtenir. C'est ça la dépendance affective, je me plie en quatre pour que ça fonctionne. Et c'est grisant, je me fais hyper belle. C'est des femmes, des fois, elles me disent, bah ouais, du coup, je me faisais super attirante. Bah oui, c'est grisant parce que bah, soit tu hyper sexualises, soit tu hyper séduis, soit tu te mets dans un état de conquête. Alors que le couple, c'est pas un état de conquête, c'est un état d'ouverture à l'altérité, mais aussi à la sienne, en disant, bah, là, ce soir, je vais pas lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Voilà. Donc, parce que ben, je suis ce que je suis. Donc, vous voyez, euh, pour moi, c'est intéressant. Pareil, l'autre, il a des attentes. On va pas se mentir, l'autre, il a plein d'attentes. Il aimerait qu'on fasse ci, nous aussi, on a plein d'attentes, on aimerait qu'il fasse ça. Mais en fait, la vérité, c'est que l'autre, il va répondre selon sa personnalité et sa couleur et à son rythme. Vous voyez, ça va jusque-là. Ça va jusqu'à, bah, moi, j'aimerais qu'il soit comme ça et en fait, il est comme ça. Et même quand je lui demande, ce serait bien que tu organises des vacances, bah, il va le faire à sa façon, vous voyez. Ou pas d'ailleurs, hein. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que être soi et laisser l'autre être lui-même, bah, effectivement, ça a des conséquences. Des fois, c'est des conséquences suprapositives. Moi, je sais que l'expérience, des fois, je me dis, bon, bah là, j'ai vraiment dit ce que je pensais. Et puis, en fait, bah, ça m'amène encore plus d'amis et encore plus d'ennemis. Mais du coup, voilà, il faut assumer les conséquences. Des fois, du coup, les amitiés sont encore plus intenses. On repère quelque chose de très vrai, de très fort. Et puis, bah, les ennemis aussi se font, voilà, se font plus clairs aussi. Donc voilà, être soi, c'est sûr que c'est comme s'exprimer. Jordan B. Peterson dit s'exprimer, c'est forcément à un moment donné créer des conflits. Mais s'exprimer, c'est faire sortir son être intérieur à l'extérieur. Et normalement, eh ben, nous sommes capables d'être en désaccord et de dialoguer sans que personne dise ben, tu es coupable de mes émotions, etc., etc. Voilà. Donc, c'est une invitation vraiment à assumer même, oui, un peu le désordre, trouver ce qui va jaillir dans ce désordre. Qu'à un moment donné, on ne contrôle pas, on ne sait pas. Qui est David en profondeur et qui je suis, bah, on ne sait pas. Ça va jaillir et on va voir ce que ça donne. Mm. Je vois il y a quelques questions, David et Mirana. Peut-être on peut commencer à y répondre parce qu'on est au cœur du sujet. Et je vois que l'heure tourne. Voilà, donc ce serait pas mal voilà, de répondre. Alors, s'il y a une première question d'Alpha, merci pour cette première partie. Comment récupérer une ex qui a un type d'attachement évitant, fuyant, suite à une rupture après 2 mois et demi de relation? Est-ce qu'on doit récupérer, pas récupérer? Alors déjà, nous, on n'est pas trop avec Mirana à prôner ça. Je sais qu'il y a d'autres coachs qui en font leur spécialité. On aurait plus de succès à faire. Comment Ouais, mais récupérer on ton n'est ex? pas, c'est pas trop notre. Mais là, le problème, c'est que face à quelqu'un qui a un attachement évitant, forcément, il est dans l'évitement. Donc, il va fuir la relation. Et tant que là, la personne n'est pas prête à faire le travail, parce que là, c'est de sa responsabilité. C'est la personne qui doit faire le travail. D'une part, prendre conscience qu'elle est concernée par l'attachement évitant, prendre conscience du coup des stratégies de comportement qu'elle va mettre en place, soit de toujours trouver un défaut, soit de fuir le conflit, soit de jamais communiquer sur ses besoins. Voilà, qu'elle apprenne à se connaître, qu'elle apprenne à voir comment elle fonctionne, et qu'à partir de là, ben, elle soit prête à faire un travail, soit en se faisant aider par un coach, un thérapeute pour vraiment travailler dessus. Mais sinon, on peut pas. Et alors, s'il y a vraiment un couple qui est vraiment le couple catastrophe entre guillemets, c'est une personne qui a un attachement évitant avec une autre personne qui a un attachement anxieux parce que l'évitant va C'est toujours, pas drôle, toujours mais ça arrive appuyer tellement. sur le bouton de l'anxieux, Ouais. qui lui aura besoin de la fusion, qui a besoin, qui est très possessif, l'anxieux. Il a toujours la peur d'être abandonné. Et donc là, ça va être fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. C'est vraiment des couples, j'en ai accompagné un il y a pas longtemps. C'est vraiment des couples, c'est infernal. Mais donc, pour répondre à la question, si la personne a décidé de mettre un terme à la relation, ça sert à rien de lui courir après. C'est qu'elle n'est pas prête à l'engagement, c'est qu'elle n'a pas fait le travail suffisamment avant Mm. et que ben, la personne, elle n'est pas prête. Elle le sera peut-être dans
quelques temps, quelques mois, quelques années si elle Ou fait un pas, travail hein, ou pas. ou pas. Je vais vous lire du coup ça parce que je l'avais prévu. Les personnes capables d'être sujets dans la relation continuent de s'engager dans les activités qui leur plaisent de façon autonome, tout en s'abandonnant pleinement à l'intimité d'une relation et à la création d'un espace commun interdépendant. Contrairement aux personnes qui ne parviennent pas à être sujets en relation, qui évitent les relations par crainte de glisser dans une fusion inconfortable, voire incontrôlable, ou qui entretiennent une relation mesurée, afin de satisfaire leurs besoins d'affection dans laquelle leur investissement n'est pas total. Donc, on est plutôt sur ce cas-là. C'est ce qu'on appelle les relations de dépendance affective ou d'anorexie affective, où nous sommes ni ensemble ni séparés et la relation peut traîner des années. Voilà. Donc là, on est clairement dans un cas de figure comme ça, où la personne n'est pas du tout prête à la fois continuer de faire ce qui lui plaît, tout en s'abandonnant pleinement à la relation, en s'engageant pleinement, en s'y investissant pleinement. Et donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que pour aujourd'hui, elle ne parvient pas à être sujet en relation et qu'elle se perdrait ou qu'elle demanderait des choses à l'autre impossibles. Donc ça veut dire vraiment, elle n'a pas dépassé cet état de contre-dépendance. En fait, c'est ça, hein, c'est je fais sans l'autre. Voilà. Elle est ok, elle n'est pas dans la dépendance, mais elle est dans la contre-dépendance. Genre, je fais sans toi, je suis en autarcie. Donc ça, seule chose que je poserais à cette personne comme question, c'est de quoi as-tu peur? Mais on voit en relation les attachements fuyants, ils répondent pas tout de suite, hein. Voilà. Ils ont, même avec eux, ils sont fuyants. Voilà. Même avec eux, c'est plein de fuites. Même, il faut vraiment comprendre, on se comporte avec l'autre comme on se comporte avec soi, hein. Donc ça veut dire que même eux, ils fuient leur intimité émotionnelle, ils fuient leurs émotions. Voilà. Donc voilà, il va pas forcément vous répondre. Voilà. Donc la vraie question, c'est plutôt pour vous. Comme je le disais à une personne aujourd'hui, pourquoi vous l'attendez encore? Parce que l'attente, elle est toxique. Si vous ne pensez pas qu'il va revenir dans les semaines qui suivent, voilà. Et pourquoi chercher à s'attacher à quelqu'un de fuyant alors que vous pouvez vous attacher à quelqu'un de sécure ou de quelqu'un de, voilà, de disponible. Voilà. Pourquoi, quelque part, cette personne passe avant votre réel besoin de couple? Voilà, on devrait plus avoir besoin d'aimer et d'être aimé que d'avoir besoin de cette personne. Cette personne n'est qu'une stratégie pour aimer et être aimé. Et, si on prend cette personne pour l'amour, ben, on va se tromper. Merci Irina, merci David. Une autre question de Thiem. À partir de quel moment devrait-on demander si la personne répond à nos standards? Dès les premiers messages, pendant le premier rendez-vous? Merci pour vos conseils. Voilà, certains sont prêts pour le mariage immédiatement, d'autres souhaitent apprendre à se connaître et on verra. Voilà, donc à quel moment, si je traduis la question, hein, on doit demander si la personne répond à nos standards. Il faudrait définir ce que c'est répondre aux standards. Après, pour moi, je dissocie. C'est une chose d'être prêt à s'engager avec quelqu'un, d'être prêt au mariage, à vivre cette relation. Ça, c'est une chose. Donc, ça veut dire que je me suis bien préparé. Moi, je suis prêt à m'engager dans une relation. Après, de toute façon, il faut apprendre à se connaître. Enfin, on se marie pas sur le papier, on se marie pas parce qu'on coche des cases. Donc, de toute façon, il faut apprendre à se connaître. Après, si c'est correspond à mon standard, si c'est de parler du projet de couple, bon, nous, avec Mirana, on prône quand même, de façon consciencieuse et mature, de parler quand même un peu du projet de couple parce que c'est important. La personne, elle peut tout à fait correspondre sur des valeurs, à ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas du tout le même projet de couple, vous doutez bien que vous ne voulez pas avancer dans la même direction. Donc il y a une vraie incompatibilité. Euh, donc ça, parler du projet de couple, bah, après c'est à vous de trouver à quel moment vous trouvez opportun de le faire, mais nous, en tout cas, on prône avec Mirana quand même de le faire assez rapidement. Si vous voyez que la personne, elle vous intéresse, elle vous plaît, vous avez des valeurs communes, des centres d'intérêt communs et que vous entendez bien et que ça matche bien, tardez pas parce que ce qui se passe, c'est que si vous commencez à vous attacher à cette personne, à commencer à faire relation, mais qu'après vous discutez et que vous vous rendez compte que, je sais pas moi, je prends un exemple bateau, il y en a un qui veut des enfants, l'autre en veut pas. Il y en a un qui veut absolument se marier à l'église catholique, mais l'autre il est déjà divorcé donc il peut pas. Ou les deux ne veulent pas déménager et il y en a un qui habite au nord de la France et l'autre dans le sud. Ben, vous doutez bien que c'est pas compatible. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question.
Oui, oui, non, on est toujours, bah, en tout cas, si vous avez passé 35 ans, mais même plus tôt, hein, on en a, on leur dit la même chose, hein, il faut mieux, dès le début, être sûr que la personne, elle a un projet assez compatible avec le vôtre. Après, voilà, nous, dans notre accompagnement, on donne les points sur lesquels c'est important de se focaliser, mais il y a des choses à voir si c'est pas trop exigeant. Voilà, il y a des choses, c'est primordial et il y a des choses, c'est pas la priorité. Donc, faut être capable de mettre de côté certains critères qui vont être des barricades et qui vont pas être des ouvertures. Enfin, voilà, qui vont pas laisser beaucoup de place à des opportunités. Donc voilà, moi je suis plutôt pour dire dès le début, quand on accompagne les gens là en coaching, franchement ils y vont cash, hein, voilà, je veux ça, toi tu veux quoi, et puis si les projets collent sur pas mal de lignes, ils apprennent à faire connaissance, et c'est très important de se faire connaissance. Alors, petite parenthèse, hein, c'est vrai que je commence à comprendre ce qui se joue, c'est-à-dire que comme dans le milieu catholique, il y a ce défi de chasteté, les gens se disent ben, on va pas faire de vie conjugale avant le mariage. Sauf qu'il faut absolument trouver une façon de connaître l'autre. Parce que quand les gens sont célibataires depuis 20 ans, ça va être compliqué de s'engager le cœur assez confiant avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas vécu. Parce que vous avez vécu seul avec vous-même 20 ans et vous ne savez pas à quoi vous attendre d'être avec quelqu'un. Donc, il va falloir un petit peu tester la vie commune, tester l'union. Je sais pas, ça peut être à un moment donné de se dire, ben voilà, pendant 15 jours, on vit à tel endroit ensemble. Ok, chacun sa chambre, vous débrouillez, mais apprendre à vivre ensemble, tester la vie ensemble pour voir vraiment les caractères, faire des pèlerinages où vous êtes, je sais pas comment dire, en camping sous la pluie. Comme ça, on voit bien les personnalités qui ressortent. Personne ne peut porter ses masques. Enfin, voilà, donc ça aussi, trouvez votre façon. J'encourage pas à faire n'importe quoi, mais trouvez votre façon pour quand même faire un pas, parce que sinon vous allez vraiment avoir tellement peur de mêler votre vie à quelqu'un que vous ne connaissez pas assez que vous allez faire demi-tour, hein. La moitié font ça, hein. Et par contre, oui, juste une chose aussi, une précision très importante. Attention aux personnes qui justement vous disent ah ben moi je sais pas trop pour mon projet, on verra. Le on verra, c'est-à-dire ça va pas se définir de façon subjective. Soit je sais que je veux me marier, soit je sais que je veux des enfants. Maintenant, si je dis on verra, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous engager avec une personne, mais vous savez pas à quoi vous engagez. Et ensuite, vous allez discerner plus tard ce que vous allez faire. Donc attention à ça. Pour moi, déjà ça, les gens qui font ça, soit ils sont des fois dans l'évitement, c'est-à-dire qu'ils osent pas s'engager avec la personne. Parfois, il y a aussi des profils de manipulateurs. Le manipulateur, il est toujours flou. De toute façon, il est jamais clair. Donc, oui, on verra. Vous savez, voilà, dès que vous voulez du sérieux, du concret, des engagements, voilà. D'ailleurs, comme on dit souvent avec Mirana, on avait fait tout un atelier là-dessus. Quand vous parlez dès le départ de projet, d'engagement, de prise de responsabilité, généralement, vous faites fuir les manipulateurs. Parce que le manipulateur, il aime quand c'est flou. C'est-à-dire qu'il aime au début, ben, il va vous flatter, il va vous dire que vous êtes la meilleure personne, vous allez sentir cette symbiose, ça va nourrir vos blessures et vos manques, manque de reconnaissance, manque d'estime de vous. Mais après, quand le lien il est fait, quand la tâche est faite, ben, vous rentrez dans plein de processus inconscients, et puis ben, en fait, vous allez vous faire beaucoup de mal dans la relation. Donc quand même, attention aux personnes euh, qui vous disent, bon, je sais pas, on verra, on définira ça plus tard. Moi, là, pour moi, c'est red flag. Mm. C'est-à-dire, non, non, qu'est-ce que toi, tu veux aujourd'hui, là? Tu es sur tes autocos, tu t'es inscrit, Tu fais quoi tu là en veux fait? quoi? Tu cherches quoi? Mais précisément, pas en fonction de moi, Tu t'es perdu ou quoi? en fonction de toi. Qu'est-ce que déjà tu veux? Voilà. Et ensuite, on verra si, avec moi et moi avec toi, si on peut envisager de faire ce chemin ensemble. Voilà. Mais attention à, on se définit pas par rapport à l'autre. Ça, se définir par rapport à l'autre, c'est vraiment typiquement la dépendance affective. On se définit pas par rapport à l'autre. Ouais, il y en a qui me disent ça, hein. Je sais pas si je veux des enfants, ça dépendra de lui. Qu'est-ce que Essaye de te poser déjà la question parce que quand bébé il pleure la nuit, il faut que ce soit aussi ton projet, quoi, hein. C'est pas que pour lui que tu vas, voilà. Donc vous voyez jusqu'où ça va en fait. Bon, nous, moi j'ai toujours l'impression de secouer tout le temps les gens, mais voilà, ça va jusque-là parce que, ben, en fait, on n'imagine pas à quel point le couple c'est du réel et qu'il y a trop de fantasmes, il y a trop. Les gens ils pensent que le conjoint il va arriver tout cuit là comme ça, comme un poulet grillé là, tout dans l'assiette, tout cru comme tout cuit, pardon.
Et tout facile. Et en fait, bah non, faut se préparer. Et puis ça suffit même pas la chasteté, ça suffit même pas la virginité. Il faut se préparer à l'autre, faut se préparer à être deux individus. Faut se préparer aussi au conflit. Faut se préparer à plein de choses où quelque part on n'a pas la même mise en fait, à une sorte d'abandon. Donc voilà, ouais, pour nous c'est important de préparer au réel. Autre question d'Elisabeth, comment savoir au début que la personne est réellement bienveillante? Voilà, on parlait peut-être de masques en fait, de personnes. Alors voilà, il y a des personnes qui sont vraiment bienveillantes et puis il y en a d'autres qui avancent à visage masqué avec un visage de personne bienveillante mais qui ne le sont pas forcément. Donc Bien comment sûr. le déterminer en fait? Tu parlais de red flag, voilà, de Ouais. choses. Bah, pour moi, alors, pour qu'il y ait bienveillance, ça c'est un pilier central de notre accompagnement avec Mirana. Pour qu'il y ait de la bienveillance dans une relation, il faut qu'il y ait deux notions fondamentales. La responsabilité et le respect. Donc, responsabilité, c'est, alors déjà, il faut que soi-même, on soit à même de prendre sa pleine responsabilité dans la relation, d'accord? Et que l'autre prenne sa responsabilité dans la gestion des émotions, dans le fait de communiquer des demandes, dans le fait de savoir dire non, dans le fait de pouvoir répondre à certaines de mes demandes ou de pouvoir dire non s'il n'est pas d'accord. Voilà. Et la notion surtout de respect. Le respect, c'est quoi? C'est que justement, dans la relation, chacun a son espace de responsabilité. Voilà. C'est-à-dire ce qui m'incombe, ce qui est de moi, mes pensées, mes émotions, mes comportements. C'est mon espace sacré. Voilà. À partir du moment où l'autre ne respecte pas cet espace sacré de responsabilité et qu'en fait, il va chercher à rentrer dans ma zone de responsabilité, c'est ce qu'on appelle une tentative de prise de pouvoir, de manipulation. Ça peut être parfois subtil, ça peut être parfois de façon très inconsciente. Tout le monde n'est pas pervers narcissique, mais en tout cas, ça peut être fait de façon des fois inconsciente. Mais dès qu'on sent que l'autre veut nous imposer quelque chose, que l'autre cherche toujours à user de stratagèmes pour nous faire faire quelque chose, alors que nous, ça respecte pas nos besoins, c'est pas ce qu'on veut, là, il faut faire attention. Donc vraiment, bienveillance, vérifier la responsabilité et le respect. Est-ce que l'autre respecte quand je pose une limite? Est-ce qu'il la respecte? Quand je formule une demande, est-ce qu'il en tient compte? Voilà. Est-ce qu'il prend sa part de responsabilité? Voilà. Selon moi, c'est vraiment les deux éléments, les deux notions qu'il faut vraiment vérifier. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup avec Mirana, nous, quand on accompagne les personnes en début de relation. On les accompagne vraiment à se positionner dans la relation. Et on vérifie aussi comment l'autre réagit par rapport à ça. Est-ce qu'il accepte la différence? Est-ce qu'il accueille les limites? Est-ce qu'il se remet en question? Est-ce qu'il prend sa part de responsabilité? Voilà. Et si l'autre ne le fait pas, ben après, il faut aller creuser pour comprendre pourquoi il le fait pas. Est-ce qu'il a un blocage? Est-ce qu'il a une peur? Est-ce que Est-ce que c'est c'est une qu'il veut pas ça? incapacité Voilà. à l'apprendre, hein. Moi, je dirais, je serais plus instinctive. Moi, personnellement, les personnes réellement malveillantes, donc les narcissiques, les manipulateurs, honnêtement, je les flaire physiquement. C'est-à-dire que je vous explique un petit peu ce qui s'est passé dans mon parcours. Il y a eu des moments où j'étais face à des situations que j'ai trouvées toxiques, perverses, floues, et ça me tordait le bide. Et pour rigoler, je disais à une copine, ça me fait penser à la chanson de Kali où il dit qu'il se roule comme un tube de dentifrice vide. Voilà, il se sentait vide, ça lui tordait les entrailles. Et je me suis fait la promesse, dans ces états-là, de être attentive à ça et de même plus douter quand je ressentais cette sensation. De me dire, voilà, quand je ressens cette sensation, je cherche pas midi à 14 heures, c'est pas normal. Il y a un détraqueur en face, ou la situation est détraquée, ou j'en sais rien, mais je me prends pas la tête, j'obéis, c'est toxique. Donc si vous voulez à chaque fois, et David il le sait, des fois je lui dis, oh là, dans mon ventre ça va pas du tout. Je fais vérifier parce que des fois je me dis bon, on va voir, mais j'ai coupé. J'ai coupé, c'est-à-dire que je suis prête à perdre l'autre, je suis prête à passer pour la mauvaise. Ça n'a pas arrêté la semaine dernière. Des gens qui avaient des demandes pour moi malsaines, tordues, ben, je ne pouvais pas y répondre. Mais salut la compagnie, je ne vous retiens pas, la porte est grande ouverte. Ben ouais, peut-être qu'ils vont dire bah, elle est méchante, Mirana. Oui, mais j'ai envie de te dire, je le sens pas.
Voilà. Donc, vous voyez, je suis prête à perdre je ne sais quoi et à un moment donné, bah, faire confiance à ce que j'ai ressenti au plus profond de moi en me disant, il y a un truc bizarre. Donc, il y a une sensation physique et puis après, il y a des propos où on voit que la personne ne prend pas sa responsabilité. On commence à dire, non, mais là, je vois que c'est toi qui te braques. Ouais, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu as fait depuis tout à l'heure pour que moi j'en arrive à ça? Tu le vois ou tu le vois pas? Bah, si tu le vois pas, salut. Donc, voilà, c'est toujours un peu vous qui vous êtes braqué, c'est vous qui êtes plus agité parce que lui, il est en contrôle et tout. C'est cette espèce comme ça où, voilà, la personne essaye de vous montrer que vous êtes sa petite souris et que c'est vous qui n'êtes pas normal, mais c'est elle qui s'amuse avec un peu vos nerfs parce qu'elle contrôle bien son ton, etc. Bah, c'est de la manip, elle n'est pas authentique, elle n'est pas naturelle, elle n'est pas, voilà. Bon, bah moi, dans ces moments-là, un, je le sens, et deux, ben, j'ose déplaire, j'ose être la méchante, j'ose dire non, j'ose dire la porte est grande ouverte, allez-y et tout. Et des fois, après, je réfléchis et je me dis, est-ce que je me suis plantée? Et généralement, non. Voilà. Donc, vous voyez, il y a aussi cette démarche qui est des fois pas de se prendre la tête, mais qui est une puissance de vie où on dit, bah voilà, je suis capable de dire non à cette personne, ciao, je le sens pas, il y a des trucs bizarres, on parle pendant une demi-heure et la personne ne prend rien de ce que je dis. C'est pas normal. Parce qu'elle vient vers moi pour en fait rien prendre. Donc, il n'y a pas une capacité à recevoir et ça va chercher les failles. Voilà. Donc, il y a des choses comme ça et on le sait aussi en perdant la relation. On va Voilà. poursuivre les questions, on va répondre un peu plus Oui, rapidement, je Mais, pense. mais j'insiste sur ça parce que dans le titre, il y avait VS relation toxique. Donc, oui, oui. je prends ça parce que c'est très, très Voilà, bien important. sûr, bien sûr. Oui, oui. Et d'ailleurs, tu parlais, David et Mirana aussi, de prise de responsabilité. Et là, il y a deux questions qui se recoupent. C'est est-ce qu'on peut demander si l'autre a fait un travail sur lui et quand on sait qu'on a fait un travail sur soi, à quel moment le dire à l'autre? Voilà. Si moi j'ai pris ma part, bah, à quel moment je le dis? Et est-ce qu'on peut demander à l'autre s'il a, voilà, au cours de sa vie, fait un travail sur lui, il a essayé de se mettre en responsabilité, peut-être par rapport à une pierre d'achoppement qu'il ressentait? Bah, à quel moment on peut pas dire, hein, y a pas, c'est pas, on va pas dire au troisième rendez-vous, au bout d'un mois, au bout de 4 mois. Mais ça, vous dire que vous avez fait un travail, ben, vous pouvez le dire quand vous commencez à rentrer un peu plus dans des partages un peu plus personnels. Vous allez peut-être parler de vos parcours respectifs, peut-être des échecs que vous avez pu connaître dans vos vies respectives. Et à ce moment-là, vous pouvez dire, ben voilà, moi j'ai pris conscience que, je sais pas, par exemple, j'étais concerné par la dépendance affective où j'avais des blessures, j'avais besoin de régler certaines choses. Je me suis fait accompagner, ça m'a beaucoup aidé. Voilà. Et puis peut-être déjà juste d'être dans l'ouverture avec l'autre, de lui partager ça, ben, probablement que l'autre va vous faire un écho par rapport à ça. Ou alors vous pouvez lui poser la question, et toi, voilà, est-ce que tu as déjà fait un travail ou pas? Après, c'est toujours mieux quelqu'un qui a fait un travail sur soi, qui se connaît, mais il y a des gens aussi qui font, comment dirais-je, qui font ces démarches personnelles sans forcément se faire accompagner, mais qui sont très engagés dans un processus d'évolution personnelle. Puis après, ça dépend les casseroles qu'on peut avoir aussi, quoi, hein, selon les blessures et l'histoire qu'on a pu avoir. Bah, c'est sûr qu'il y a des personnes pour qui le passage avec le thérapeute, le psy, va être souvent nécessaire. En tout cas, pour celui qui veut construire des belles relations. Puis il y a des personnes bah, qui vont arriver à construire de belles relations sans avoir fait forcément de travail sur soi. Donc, faut pas en faire non plus un absolu, enfin une nécessité absolue. Mais oui, c'est quelque chose que vous pouvez, voilà, que vous pouvez partager. Après, nous, ce qu'on aime bien dire avec Mirana, c'est que dans la notion de projet, enfin, nous, on parle beaucoup d'engagement réciproque. Pour nous, la relation doit porter sur un engagement réciproque. Comme ça, on sait sur quoi on fonde notre relation. Pas que sur de l'affect et des émotions. Parce qu'on va peut-être rejouer nos blessures, on va peut-être rejouer un peu nos dépendances. Mais au moins, si on a posé un socle et qu'on s'est mis d'accord là-dessus et que chacun a pris un engagement, donc chacun a pris sa responsabilité, ben, on peut aussi poser dans cette base d'engagement que si à un moment donné, il y en a un des deux qui est vraiment trop affecté, bah, qu'ils puissent se faire accompagner. Voilà. On peut aussi le poser comme ça. Du coup, de dire, ben voilà, on est OK que si à un moment donné, moi, je traverse, je sais pas, la crise de la quarantaine, la cinquantaine, l'arrivée à la retraite, je le vis mal, je fais un burn-out, une dépression, bah, que je me fasse en tout cas accompagner parce que c'est pas l'autre, c'est pas mon conjoint qui pourra tout porter. Même s'il veut m'aider, il pourra pas tout porter. Donc, à un moment donné, il faut que chacun puisse prendre sa part.
Ouais, moi je me méfie un petit peu de ceux qui disent j'ai fait un travail sur moi. Ça, je suis désolée, c'était dans mes années avant Jésus, bien sûr, d'Arpan, où les gens ils arrivaient, ils disaient moi j'ai fait tel travail sur moi, et ils sortaient un CV. Lui il disait arrêtez avec votre CV spirituel. Euh, Est-ce que là tu peux accueillir ce qui est le plus douloureux en toi? Sinon, le travail, il a pas commencé. Donc, il était assez cash. Il disait, tu en sais beaucoup, mais est-ce que tu es là? Est-ce que tu es avec ta douleur? Donc, du coup, ouais, moi, je suis pas trop livresque. Voilà, je trouve que on peut aussi un peu se leurrer. On peut être 10 ans en thérapie et quelque part un peu tourner autour du pot. Du coup, je suis pas très fan de ce vocabulaire et même moi, je sais même pas. Je sais que j'ai dû faire un travail titanesque et assez chirurgical, mais grâce à des autres, hein, que moi, les autres étaient très bons, parce que j'avais des blocages assez conséquents. Donc, je peux juste dire ça. Maintenant, est-ce que j'ai fait 12 ans de psychanalyse tous les lundis à midi? Non. Ouais, je sais pas trop que répondre à ça. Donc déjà, ne serait-ce que moi, je sais pas si je pourrais dire j'ai fait un gros travail. En tout cas, ce que je devais faire pour avoir la vie qui m'intéressait, bah, j'ai dû le faire et ça piquait, mais c'était intéressant. Donc voilà, moi je me méfie un peu de ça. Par contre, ce que vous pouvez vraiment dire, c'est que si c'est des choses qui vous passionnent, le travail sur vous, si la démarche intérieure, le chemin intérieur, ben ça, par exemple, sur l'annonce de autocost, faut que ça transpire. Voilà. Au-delà de est-ce que tu as fait un travail pour que ça me rassure, faut que ça transpire le chemin intérieur que vous avez osé commencer, le pèlerinage, un pèlerinage, c'est enlever les couches. Pour moi, c'est plutôt ça. Faut que ça transpire de vous, que vous vous assumiez que ça fait partie de vous. Et à mon avis, quelqu'un qui est dans cette démarche-là, il va reconnaître. Et il n'y a pas de raison qu'il le cache. Bon, je serais plus dans ça. Voilà. Euh... Tuk, mais c'est Autre marrant. question, peut-être on peut les croiser. Il y a plusieurs personnes qui disent quand on a 50 ans qu'on n'aura plus d'enfants, sur quoi se fondent nos projets de couple, et d'autres renchérissent, surenchérissent, oui, et à 60 et à 70 et d'autres, et quand on a déjà des enfants aussi, chacun ou pas. Voilà, donc quel est le projet? Mais j'allais mettre en parallèle une autre remarque de Gwenola qui dit, j'ai été marié avec un manipulateur qui avait comme projet de couple d'avoir des enfants, que je m'en occupe, on avait la même pratique religieuse, tradition, on semblait être semblables comme projet. Il y a aussi cette définition de projet qui peut paraître commun parfois et qui au final ne l'est pas tant que ça. Donc voilà, donc la première notion, quel projet avoir en dehors des enfants ou quand déjà ils sont là. Et puis cette notion de projet commun, est-ce que parfois ça peut être un showstrap? Bah, moi, je reviens vraiment. Est-ce que cette personne, il y a des red flags à ce moment-là, elle n'avait pas la compétence soit de repérer, soit d'obéir à couper la relation. Voilà. Donc déjà, ça demande deux compétences quelque part. Faire couple, c'est pouvoir accepter quelque part ce qui vient et créer avec ce qui vient, parce que de toute façon, le couple, on peut faire qu'avec ce qu'il y a sur le marché, ce qu'il y a dans le réel, on peut pas l'inventer. Sinon, on attend de mourir pour avoir Jésus à nous tout seul et il sera parfait, très bien. Mais sur Terre, on a ce qui est. Mais c'est aussi repousser bah, tout ce qui est perversion, etc. Donc il y a vraiment de ça, hein, vraiment. Rappelez-vous que l'enjeu, si on veut être en couple, c'est à la fois d'éviter, d'évincer, de repousser, de faire fuir toutes les relations toxiques et de s'ouvrir à ce qui est dans le réel. À savoir, on est quand même des êtres avec une pauvreté et une grande force. Voilà, on est merveilleux, mais on est aussi pauvre. Donc ça. Donc pour moi, c'est vraiment à cet endroit-là que je poserais la question. Est-ce qu'aujourd'hui, avec une relecture, elle se dit, ben, j'avais pas la force. Je n'étais pas justement assez moi-même, assez individualisée pour dire non. Et j'ai senti des choses, et j'ai pas écouté, et j'ai pas eu la force de dire au revoir en fait. Donc oui, le projet peut être un leurre, mais il y a peut-être eu des red flags et un courage à ce moment-là de perdre la relation qui a pas été mis à plat, quoi. Oui, le projet, nous on dit que c'est un des piliers, mais c'est pas le seul. Donc il faut vérifier la personne aussi. Il faut vérifier les valeurs communes. Il faut vérifier est-ce qu'elle prend sa responsabilité, est-ce qu'elle est respectueuse. Ça, généralement, au bout de plusieurs mois, un an de relation, on arrive quand même à se faire une idée. Et quand bien même la personne donne vraiment une belle image d'elle, on commence à arriver à voir quand il commence à y avoir de l'adversité, quand il commence à y avoir un petit peu de l'opposition.
voilà, est-ce que l'autre il se remet en question, est-ce qu'il demande pardon, est-ce qu'il prend sa responsabilité? Donc le projet se suffit pas. Voilà, Mm. c'est pas juste il y a le projet donc c'est bon. Après il faut Mm. vérifier la personne, il faut vérifier la compatibilité. Donc voilà. Ensuite pour les en fait, il y a projet au sens de projet de couple, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Et ensuite, il y a définir la base de notre engagement mutuel, à quoi on s'engage, qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble. Donc après, ben, selon les âges, moi je sais pas, hein, admettons pour des retraités, c'est voilà, il y a celui qui veut être retraité actif, qui veut voyager, qui veut dans des groupes de rando, des groupes culturels où on va aller voir des concerts, on va aller voir des opéras. Et puis, il y a celui qui a peut-être pas envie de faire ça et envie de faire autre chose. Donc là, il faut définir Mm. aussi ce qui est important, de toute façon, pour qu'un couple soit vraiment vivant, avoir des projets communs. C'est-à-dire être tourné vers le futur. Voilà, c'est important de se dire, OK, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble à court, moyen et long terme. Court terme, c'est qu'est-ce qu'on fait cette semaine, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait dans 2 mois, dans 3 mois, qu'est-ce qu'on fait dans 6 mois, est-ce que l'année prochaine on met en place quelque chose? Voilà, donc ça c'est vraiment aussi à définir. Effectivement, en fonction des états de vie, ben, c'est différent. Quand on est retraité, il n'y a plus la vie professionnelle, donc ça laisse beaucoup de liberté, beaucoup de temps libre. Ben voilà, qu'est-ce qu'on fait? Euh, voilà, est-ce qu'on fait beaucoup de choses ensemble et on passe beaucoup de temps ensemble? Est-ce que on est beaucoup indépendants, chacun ses activités, et puis on en met quelques-unes en commun? Mm. Ça va dépendre en fonction vraiment des besoins de chacun. Et pour ça, il faut être très clair avec ce qu'on veut et ce Mm. qu'on aspire à vivre, hein. Ouais. Faut être créatif aussi, parce que c'est sûr que quand on est jeune, dire bon bah voilà la case famille, enfant, voilà, ça semble assez clair. Après, c'est plus, comme il dit, hein, les randonnées, la musique, qu'est-ce qu'on voit comme couple? Oui, il y en a, ils partagent la passion pour la musique, il y en a, ils partagent les voyages, il y en a, c'est la famille, ils ont mêlé leurs deux familles et c'est ça qui leur plaît. Ouais, donc ça, voilà, chacun de voir. Euh, tuc, tuc, tuc. Accepter de décevoir l'autre veut aussi dire accepter le rejet de l'autre, accepter de ne plus être aimé par l'autre. Quand on a un profil émotionnel Énéagramme 4, c'est pas vraiment évident dans tout type de relation d'ailleurs. Oui, et oui, mais le rejet, c'est quand même la vie, hein. De toute façon, C'est... si vous voulez vraiment être vous-même, libre en relation, Ouais. il faut accepter, mais pour tout dans la vie, c'est-à-dire que le processus d'individuation, c'est d'accepter qu'à un moment donné, en étant pleinement soi-même, il y a des gens qui vont nous rejeter. On peut vous en témoigner, nous on est sur les réseaux, il y a des gens qui vont beaucoup apprécier ce qu'on va dire parfois, et puis d'autres qui vont détester. Mais si on cherche à n'être rejeté par personne, on ne pourra pas assumer notre singularité, on ne pourra pas assumer ce qu'on Et puis, pense, on ce peut qu'on pas aider croit. tout le monde, de toute façon. Donc, c'est, j'ai envie de dire, c'est un prix à payer. Si on veut être libre d'être soi-même et assumer sa singularité, il faut accepter ce risque-là. Alors oui, j'entends base 4, ça veut dire qu'on vit avec une intensité, mais c'est pareil pour tous les gens, on va dire hypersensibles. Ben oui, après, il y a un vrai travail à faire, voilà, sur ces émotions, pour apprendre un petit peu à, voilà, relativiser les émotions. Et c'est pas parce qu'on déçoit l'autre ou qu'à un moment donné on se sent rejeté que ça remet en question qui nous sommes, ou notre valeur, ou voilà. Donc, mais c'est un vrai processus. Et dans le processus de d'individuation, c'est souvent une des choses qui est très difficile à faire. Mm, D'accepter, en fait, que je vais décevoir l'autre. Et généralement, quand je déçois l'autre, ben, je me sens rejeté, je me sens plus aimé. Voilà. mm, Donc, c'est, ouais. Moi, je pense que c'est quand même passionnant d'un moment donné vraiment être soi-même et d'assumer les conséquences. Je prendrais plus dans ce sens-là. Je trouve que ça fait énormément grandir de se dire, bon, bah voilà, là, vraiment, ça me brûlait, j'ai voulu dire ça, ou j'ai voulu être ça, ou j'ai voulu faire ça, et j'assume les conséquences. Et en fait, se rendre compte que par moment, en fait, il y a des relations qui bougent même pas, qu'il y a des relations, c'est vrai, quand je me retourne, je me dis, mais ça fait 10 ans qu'on est copines avec telle personne, pourtant on n'a pas essayé de se plaire, enfin, donc il y a des choses, en fait, on se rend compte que ça tient, il y a des choses qui se cassent la gueule parce que, ben voilà, c'est du vivant ou qui se défont. Ouais, moi je trouve que faut avoir ce courage à un moment donné de se dire voilà, je suis ça et d'assumer les conséquences. Euh, et généralement, ce qui
Ce qui nous correspond reste, hein. Et faire la distinction aussi entre le désaccord, voilà, je déçois l'autre, on est en désaccord, et le désamour. Mm. C'est pas parce que je déçois l'autre, quand on est engagé dans une relation, pas parce que je le déçois qu'il m'aime plus. C'est juste qu'il est déçu par mon comportement. Sinon, en fait, on est dans une espèce de recherche d'amour inconditionnel, de retour le fusion à la mer. Mais non, l'amour mature, c'est un amour qui est bien évidemment conditionnel, et c'est OK qu'à des moments, ben, je vais décevoir l'autre. Et ça remet pas en question notre amour, notre engagement. Voilà. Donc ça a à voir aussi avec la maturité affective. Nous, un jour, avec David, je lui dis, est-ce que t'aimes ça? Moi, j'aimais trop, une espèce de meuble et tout dans la maison. Il me dit, ah, j'aime pas du tout. Je dis, bah, mais alors, on n'est pas d'accord. Ah, bah, on n'est pas d'accord. Bon, voilà, bon, le meuble, il n'a pas bougé. Mais, vous voyez, bah, c'est un peu ça, c'est que, bah, il y a un moment donné, ça passe pas, et puis, je vais peut-être pas changer, je vais peut-être pas coller à ce que tu veux, mais c'est pas pour ça que tout s'effondre et c'est pas pour ça que tout est à refaire aussi. Faut sortir de cette idée que parce qu'on déçoit l'autre, tout est à refaire. Et puis, je sais pas, moi, j'ai foiré je sais pas, on devait faire des vacances avec des amis et j'ai foiré pour donner les clés. Et ben, mon ami m'a dit, ben attends, là, on est un peu dans la merde, hein. Bah, j'avais foiré, j'ai dit, attends, je vais trouver une solution, parce que c'est moi qui ai foiré. Bah, bien sûr, à ce moment-là, je me suis dit, bah mince, j'ai pas envie de rester sur cette déception-là. Bah, donc, bah, je lui ai dit clairement, attends, j'ai vraiment envie de trouver une solution. J'avais pas pensé à ce problème-là. Laisse-moi 2 minutes pour réfléchir, etc. Vous voyez, enfin, on n'est pas figé dans une déception. Il y a des choses qui peuvent se réparer, il y a des choses qui peuvent s'arranger. Ce sont les relations humaines, c'est pas parce qu'on déçoit que tout va s'effondrer. Voilà, c'est ça que je vais dire en fait. Faut pas croire Bon, on ça. peut passer à une autre question peut-être. Ouais, vas-y, Olivier. Ouais. Bon, Voilà, on a je vois beaucoup l'heure qui de. On tourne. s'est Voilà, il posé- reste deux questions, à moins qu'il y en ait d'autres qui arrivent, mais voilà, si on veut à peu près cadrer la soirée, puis pas trop déborder. Voilà, il y a l'interrogation sur quand seul un des deux veut quitter la relation, comment ne pas blesser l'autre, même si on le sent toxique. Voilà, comment se désengager d'une relation. Euh, Bon, alors ça mériterait de connaître plus la Ouais. situation, parce que là, c'est très délicat de répondre de façon générale, mais bon, forcément, quand il y a une séparation, il y a toujours des dommages, c'est-à-dire que ça fait souffrir, en tout cas quand on s'est attaché. Euh, Après, comment dire, la bienveillance, c'est toujours de commencer par soi. Donc, si à un moment donné, soit on est plus du tout bien dans la relation, et que ça va plus du tout, et qu'on a essayé, qu'on s'est donné les moyens et que ça fonctionne pas, ben, à un moment donné, il faut savoir y mettre un terme. Après, on n'est pas responsable de ce que l'autre va vivre. Voilà, on le fait pour soi avant tout. Et voilà, de toute façon, c'est inhérent à la relation que parfois on va avoir des comportements. Et alors, si on parle de la rupture, bien évidemment, si l'autre est attaché à vous, ça va le faire souffrir. Mais voilà. Après, ça questionnerait, oui, mais enfin, pourquoi vous le faites pas? C'est-à-dire que si vraiment c'est important pour vous, parce qu'encore une fois, la bienveillance, c'est de veiller à son bien. Si vous le faites pas et que vous faites passer l'autre avant, ça sent la dépendance. Mm, mm, C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, est-ce que c'est pas un prétexte pour dire je suis pas capable de me détacher? Voilà. mm, Donc je sais mm. pas. Et oui, et oui, oui. Peut-être que c'est la peur de se blesser soi-même. Mm. Mais ouais. C'est pour ça que moi je parle de courage de perdre. C'est de toute façon l'autre, on va le perdre. De toute façon, non, mais c'est vrai, un jour ou l'autre. Donc c'est pour ça que je parle de courage de perdre l'autre et que l'autre aussi doit avoir le courage de nous perdre. Et la relation ne peut que commencer après ça. Avant ça, c'est forcément de la dépendance affective et au pire du toxique. Bon, nous, on Ouais. les voit, hein, les couples, hein, quand ils ne se détachent pas, ils ne s'attachent pas. Enfin, il y a vraiment un truc où tant qu'on ne dit pas, en fait, l'autre, il peut vivre sans moi et je peux vivre sans l'autre, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de salut affectif. C'est pas possible. Il y a vraiment, vraiment, c'est pour ça que je parle de perdre. Il faut oser perdre. Je sais pas combien de fois dans les disputes on disait bon bah je sais pas, on était fiancés, bon bah si ça marche pas, ça marche pas. Mais ça permettait que chacun reprenne son individualité, que chacun voit bah, qu'est-ce qu'il a envie de donner de lui-même en fait, pas pour garder l'autre, pas pour que ça fonctionne et tout. Qu'est-ce que l'autre veut donner librement? Vraiment, cette parole, elle permettait de
de redire, en fait, toi, t'es libre et moi aussi, alors qu'est-ce qu'on se donne? Et qui peut encore donner? Est-ce qu'il Euh, reste des questions, Olivier? Alors, il y a Gwenola donc, qui nous donnait des précisions sur la relation toxique qu'elle a eue, donc, en disant bah, il savait dire pardon, semblait se remettre en question, mais en réalité, c'était fin. Ah, il était très intéressé par la psychologie, il lisait des livres de psycho, il savait beaucoup de choses et savait étonner les autres, dont moi, par ses analyses souvent pertinentes sur les autres. Voilà, donc c'est peut-être cette grille de lecture, hein, comme tu dis, qu'on n'a pas à ce moment-là. Et effectivement, on rentre dans ce jeu de relations toxiques parce que on devient acteur aussi de cette relation quelque part, hein. Ouais, c'est ça, c'est ce que je voulais dire, Olivier, c'est que, en tout cas, si vous voulez en tirer des enseignements et des leçons de ça, parce que je discutais avec beaucoup de personnes, alors, comment dirais-je, je vais pas rentrer dans le débat de la perversion narcissique. Déjà, je pense qu'il y a un manque de connaissances parfois, c'est que il y a des gens qui ont des troubles de la personnalité narcissique qui sont pas forcément des pervers narcissiques. Le pervers tire une jouissance en faisant du mal, alors que le trouble de la personnalité, il le fait inconsciemment. Mais le résultat est peut-être le même, mais c'est pas volontaire. Donc déjà, bon, tout le monde n'est pas pervers narcissique, je tiens vraiment à le dire. À entendre les gens, on dirait qu'on est à 30% de la population. Maintenant, moi, le conseil que je donne, je discute avec beaucoup de personnes qui me racontent ces parcours de vie-là, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait moi me concernant. Parce qu'à partir du moment où on se dit j'étais avec un pervers, c'est qu'est-ce qui fait me concernant que j'ai subi ça pendant si longtemps. Voilà. Essayez d'en tirer des leçons pour vous pour pouvoir évoluer. Parce que si vous dites bon ben la faute c'était l'autre parce qu'il était tellement manipulateur que vous n'allez pas pouvoir sortir grandi de cette relation. L'idée, c'est de prendre votre responsabilité, hein, voilà, de dire, OK, en quoi je l'ai laissé me faire du mal, en quoi j'ai pas su poser une limite, en quoi j'ai pas su poser des ultimatums, voilà, de Et qu'est-ce tirer qui m'a vraiment. charmé aussi? Il y a un petit peu un truc comme ça, travailler sur qu'est-ce qui m'a charmé, qu'est-ce qui m'a alpagué. Hein, même en marketing, on dit ne cours pas après ce qui brille. Voilà. Il y a eu un truc qui brille en fait. Donc bien travailler sur ça et comme il dit pour en prendre la responsabilité, ben voilà, des fois parce que c'est un homme charismatique, avec lui j'avais je sais pas quoi, voilà, alors que les hommes peut-être moins bling bling, et ben entre guillemets, il y a ceux qu'on se dit ils sont en haut de la colline et je veux être avec lui, et puis il y a des hommes, ben, on va monter en haut de la colline ensemble quoi, moins bling bling. Donc il y a aussi ça et comme il dit, je trouve que effectivement de reprendre sa part de responsabilité, ça permet de d'être sûr en fait ben, qu'on ne se fera plus avoir et qu'on s'est détoxifié de ce qui nous a attachés à cette personne. En tout cas, ce qui pourra vous éviter à nouveau, alors, je sais pas quelle est votre situation, mais c'est vraiment toujours cette notion de respect et de responsabilité. Mais déjà vous concernant, c'est-à-dire de savoir vraiment poser des limites, de savoir dire non, de savoir formuler des demandes claires, voilà, et aussi de beaucoup responsabiliser l'autre. Parce que le propre du manipulateur, c'est l'inversion accusatoire, c'est qu'il va toujours vous faire culpabiliser, il va toujours appuyer sur les leviers de manque de confiance en vous, semer la confusion, des fois avec des propos contradictoires. Mais ce qui compte, c'est de responsabiliser la personne à ce moment-là. Ok, toi, qu'est-ce que tu ressens? Toi, qu'est-ce que tu as fait? C'est-à-dire, il faut tout de suite, parce que sinon, vous allez vous laisser piéger par ça. Donc, il faut, par contre, vous pourrez le faire ça que si vous-même déjà vous prenez votre responsabilité et que Et, vous vous respectez. Voilà, parce que ne demandez pas à l'autre de vous respecter si vous-même déjà vous ne vous respectez pas dans vos besoins, si vous respectez pas dans l'affirmation de vous-même en posant vos limites, si vous-même vous ne respectez pas et vous nourrissez pas vos besoins, forcément là vous donnez complètement du pouvoir à l'autre sur votre vie. J'insiste, il y a une question de vraiment être conscient de ces enjeux. Voilà, quels enjeux il y a pour moi là? Est-ce que je cherche son approbation? Est-ce que je cherche à lui plaire? Et quels enjeux inconscients? Pourquoi en fait je me suis attachée à cette personne? Parce que oui, si c'était une relation vraiment dans l'altérité qui m'intéresserait, bah, en fait, j'aurais posé l'altérité et il serait parti en courant parce que je l'aurais saoulé. Je le vois, hein, ceux qui ont vraiment une force, bah, qui ont le courage d'être eux-mêmes, et des fois c'est naturel, ils disent les pervers narcissiques, les gens toxiques, je les saoule en 2 secondes, ils s'en vont d'eux-mêmes. Donc en fait, c'est là qu'on doit se rendre. C'est un endroit où bah, je suis tellement moi-même qu'en fait, je les saoule. Donc en fait, même lui, il veut plus passer de temps avec moi. Et moi, bah, normalement, je devrais, il me saoule aussi et j'ai plus du tout envie de passer de temps avec lui. Donc voilà, quels enjeux m'ont attaché, m'ont accroché. Pour moi, c'est vraiment ça. Et je
trouve qu'en tant que chrétien, on peut se dire, bah, mon Dieu purifie mes attachements, purifie aussi mes sens, parce que bah, des fois, je m'accroche à ce qui est mauvais pour moi. Je trouve qu'il y a aussi ce lien spirituel, on peut le regarder aussi comme un lien spirituel. Alors, il y a encore deux, trois petites questions. J'ai rencontré une femme sur Théotokos, nous échangeons beaucoup tous les jours. Mon inquiétude, c'est notre différence d'âge, 13 ans. Alors, est-ce que c'est une inquiétude vis-à-vis d'elle ou vis-à-vis de vous? Ça, je sais pas. Euh, Si les âges sont marqués et que vous commencez à discuter, c'est qu'a priori, ça semble pas te poser de problème parce que vous avez déjà ces informations-là. Donc après, ça dépend aussi de l'âge que vous avez, ça dépend de pas mal de choses. Ça peut être un problème pour certaines personnes et pas pour d'autres. Euh, voilà ce que je peux dire. Après, il faudrait qu'on connaisse plus dans le détail la situation, mais ouais, je sais pas Ok. quoi dire de plus. Oui, oui, je pense qu'après, il faut vraiment voilà, être dans le détail. Et puis, la bonne question, c'est ça gêne qui, en fait? Voilà. Oui, c'est ça que je sais pas en fait. Si ça gêne le monsieur ou si ça gêne la dame, je sais pas trop. Ouais, moi, ce qu'on avait dit hein, dans un post, moi, je peux rien dire sur le désir qu'a une personne d'être avec une plus jeune ou quoi que ce soit. Faut regarder sur le terrain ce qui se passe, quoi. Mm. Par contre, attention, je le dis, hein, c'était qui, qui écrivait ça? Jean-Luc. Bon, attention de pas tricher sur votre âge, par contre, voyez, parce que là, sinon, vous êtes tout de suite, vous voyez, vous biaisez le réel. Le réel, c'est que vous avez un âge biologique sur votre carte d'identité. Ne cherchez pas à tricher. Je vous dis ça, on l'a souvent vu. Moi, j'ai accompagné des personnes qui m'ont avoué après coup, ah ben j'ai triché de 5 ans, j'ai diminué mon âge parce que moi je sais que je suis jeune dans ma tête, mais si je mettais que j'avais 53 alors que je mets un peu moins de 50 ans, c'est mieux. Euh, non, assumez votre réalité. Euh, vous imaginez, Là, si vous passez déjà, vous commencez la relation entre guillemets sur un mensonge. C'est à un moment mais, donné, faut assumer son réel. ouais, mais là, Jean-Luc ne triche pas puisqu'il dit j'ai 60 ans, elle en a 47 et il n'a pas triché, c'était Ok, clair. bon. Voilà. Je ne disais pas qu'il trichait, Et mais c'est c'était et pour. c'est- et c'est lui qui est gêné, visiblement, plus que la personne. Voilà, c'est. Mm. Voilà. Moi, je trouve que quand ça se fait dans un lien de cœur, je suis toujours plus gênée d'hommes qui disent ah, j'ai 67 ans et je veux une femme de 35 ans. J'ai l'impression que c'est un peu dans la captation. Mais je trouve que quand ça se fait des deux côtés par un lien de cœur, bon, bah voilà, ça regarde qui. J'aime trop le film de Céline Dion, là. Aline, ouais, on voit vraiment qu'à un moment donné, il y a eu une communion de cœur. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Hein. Voilà. C'est pas, il s'est pas dit, je veux une jeune pour avoir, je sais pas quoi. Ça s'est fait vraiment, il s'est donné pleinement tel qu'il était, elle était ce qu'il était, et puis il se sentit en phase. Et Bon. juste un petit conseil, alors pour Jean-Luc, peut-être si ça génère pour vous un peu d'inquiétude de savoir si ça peut être quelque chose de bloquant, bah, de poser la question à la Bah oui, personne carrément. et de dire voilà, je sais qu'on a plus de 10 ans d'écart, est-ce que c'est quelque chose qui toi peut te poser un problème ou pas? Faut dire les choses ouvertement, on verrait. Déjà, juste le dire, déjà, ça va vous apaiser. Mm. Parce que du coup, vous formulez une demande, ça va vous donner de l'information par rapport à vos appréhensions. Puis la personne, ça lui permet de se positionner, de vous dire, bah, soit oui, c'est vrai que cette question-là, je me la pose aussi. Ou alors, non, pour moi, l'âge, c'est pas important. Ce qui compte, c'est l'état d'esprit. Voilà. Donc, peut-être posez-lui la question et comme ça, bah, au moins, vous serez fixé et ça vous enlèvera une petite. Puis vous abordez une sorte de tabou, peut-être chez l'un, chez l'autre, donc ça ne peut que renforcer aussi la relation. Hein. Plus on est capable d'aborder ce genre de choses, plus on est encore plus authentique, etc. Donc c'est aussi donner l'opportunité à chacun d'être pleinement lui-même. Donc je suis toujours pour aller aux endroits plutôt tabous, justement, dans la relation et de voir justement si la personne en face, elle dit pourquoi tu me poses cette question ou si elle répond. Et là, vous voyez que vous avez une altérité, vous avez quelqu'un de vrai, d'authentique qui ose livrer ce qu'il pense au fond de lui-même. Euh, voilà. Il reste quoi, Olivier, Alors, une dernière question? voilà. Et deux questions, après, on va arrêter là. Alors, il y en a une qui est une question, voilà, mais plutôt une expérience partagée. J'avais rencontré sur Théotokos un homme qui, au bout de 2 mois et demi, est parti un jour de solitude voir une autre femme qu'il avait mise de côté, m'a-t-il dit, pour privilégier notre relation. Car il pensait que je n'étais pas prête à m'engager. Elle l'a pris dans ses bras et il s'est senti lié. Après avoir hésité, il est parti avec elle. Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas vraiment de sentiments pour moi? Pourtant, lorsque je lui ai dit mes sentiments, il est tombé des nues et m'a dit en pleurant, alors je vais te perdre. Je ne sais pas quoi penser de son attitude.
Ouais, difficile de répondre parce qu'on connaît pas. Enfin, moi, je vais rester prudent là-dessus. Il faudrait mieux connaître la situation pour comprendre les enjeux, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Difficile de parler à la place de cet homme-là. Euh, Oui, et puis quelle était la nature de la relation? Là, c'est difficile de dire parce que, bon, il n'était pas nourri assez, donc il est allé se nourrir affectivement. Et après, il dit, je vais perdre, mais il perd quoi en fait? Maintenant, je ne sais pas, hein, mais encore une fois, il faudrait qu'on connaisse la situation pour bien répondre de façon pertinente. Euh, Est-ce que ça a été annoncé que vous aviez des sentiments pour lui au moment où vous avez compris qu'il avait une autre personne? Auquel cas, c'est que peut-être vous avez été dans une pseudo-relation, un peu d'évitement, on n'y va pas. Lui, ben, il était sur peut-être une autre relation aussi en même temps, ce qui peut arriver parfois, hein, qu'il y a des personnes qui entretiennent sans être encore attachées, mais qui, voilà, qui côtoient Non, il y a un plusieurs truc bizarre. personnes. Non, non, il y a un truc qui clignote pour moi qui est bizarre. C'est qu'il voulait pas vous perdre, mais en même temps, il est allé voir quelqu'un d'autre. Donc là, moi, pour moi, il y a déjà quelque chose qui souligne un lien presque d'amitié, de se dire, ouais, je dirais presque ça. Je voulais te garder en tant qu'ami, j'ai eu un besoin affectif, je suis allée voir quelqu'un. Et maintenant que tu me dis que tu as des sentiments, en tout cas pour moi, c'est ça que c'est en train de dire, faudrait vérifier, hein. Et tu me dis que tu as des sentiments, donc je vais pas te garder en tant qu'ami. Bah oui, parce que quand quelqu'un a des sentiments et que l'autre est avec quelqu'un, on peut pas boire un café comme si de rien n'était. Voilà. Vraiment, l'amitié homme-femme s'arrête à partir du moment où l'un d'entre eux a des sentiments. Donc, je dirais que ça peut aussi vouloir dire ça, de bah ouais, alors si du coup tu as des sentiments pour moi, ben ok, on peut plus boire un café ensemble, je peux plus te garder en tant qu'ami. C'est arrivé à une copine à nous. Lui, il avait quatre copines et elle s'était dit bon bah on est en train de vivre un truc super fort. Elle était basse 4, certes. Et en fait, un jour, il lui dit, tu sais, je suis avec Bernadette, alors je dis n'importe quoi. Elle est tombée des nues. Pour elle, ce qu'ils vivaient, c'était plus que de l'amitié, c'était. Et en fait, elle lui a dit, bon, bah, d'accord, bah, si c'est Bernadette, bah, moi, je veux plus jamais te voir. Et lui, il a dit, ah bon, on reste même pas amis. Et elle, bah, bah. Donc voilà, bon, elle avait rien fait de mal, juste elle avait peut-être pas assez confronté le réel des sentiments en face pour pouvoir s'ajuster et se préparer à ce qui se passait derrière. Voilà. Donc voilà, le truc, j'ai peur de te perdre, mais je vais voir quelqu'un d'autre, ça dit perdre quoi en fait? Une relation amicale, une relation amoureuse? Ouais, en tout cas, très difficile de répondre de façon pertinente sans connaître plus précisément la situation. Ou alors il est polygame, là c'est un autre problème. Bref, ou pas, ça dépend. Alors, dernière question de Marie, qu'en est-il de la prière? J'ai un peu la foi du charbonnier. Si je prie, je vais forcément rencontrer la bonne personne, n'est-ce pas? Ah oui, c'est certain. C'est évident. C'est Prie parce que Dieu fait tout, mais agit comme s'il ne fallait, même si agit comme s'il ne faisait rien. Voilà. alors non, enfin, je crois pas que la prière est quelque chose de magique. Je crois que la foi peut être vraiment quelque chose qui peut vraiment porter une démarche comme une démarche de rencontrer quelqu'un. Mais c'est pas magique. Et puis Dieu respecte tellement notre liberté, il va pas vous choisir le conjoint comme ça de l'extérieur. C'est-à-dire que encore une fois, c'est votre liberté qui va être exercée, c'est votre libre arbitre, et que ce sera à vous de décider si vous choisissez la personne ou pas. Après, que vous puissiez prier pour demander au Seigneur qu'il éclaire votre chemin, qu'il vous donne le discernement, peut-être, mais enfin, selon moi, la prière, c'est pas magique. Je le dirais un peu comme ça, de façon un peu provocante. Euh, Quelle peur ça cache derrière, en fait, de vouloir prier, et que par rapport au primat du spirituel, il y a quand même une démarche où il faut assumer les peurs, en fait. Parce que très souvent, on va chercher dans le spirituel quelque chose pour rassurer des peurs humaines, psychologiques, émotionnelles, et que pour vraiment s'ouvrir au spirituel, il faut aussi être OK avec notre dimension humaine. Voilà. Et que, voilà, c'est pas magique la prière, mais Et nous, ça n'épargne pas le fait que l'autre il a son caractère, que j'ai mon caractère. Voilà, donc c'est difficile, hein. Il y a des gens qui disent oui, alors moi je suis vierge, j'ai attendu 25 ans, c'est très bien, j'ai attendu 40 ans, mais en fait ça ne suffit même pas, la chasteté ou la. Il faut se préparer. Donc même si j'ai prié, que je me suis préservée, il faut que je me prépare aussi. Ça, pour ça, les milieux juifs, ils sont très clairs, hein. C'est ok, préserve ton cœur, préserve ton corps,
mais prépare-toi. C'est pas, bon, bah, ok, je me suis préservée, je prie, ça va tomber tout cuit. Mais non, en fait, je dois m'entraîner à la relation, je dois m'entraîner à l'altérité, je dois me préparer au fait que, bah, une fois que ma vie sera mêlée à celle de l'autre, eh ben, oui, je dois tenir ferme qui je suis pour pouvoir faire face à l'autre et créer une vie ensemble. Voilà, tout le thème de ce soir, mais ouais, ça se fait pas tout seul, c'est quand même un travail. Et je dirais que pour certaines personnes, elles reçoivent ça dès l'enfance, mais on en voit hein, dans notre entourage, à 16 ans, ils sont déjà sujets. C'est incroyable, ils partent à l'autre bout du monde, les parents, c'est dur pour eux. Mais voilà, ils sont tellement sujets que ils vont vers le monde, ils sont déjà piliers. Et bon, bah d'accord, pour eux, les choses vont se passer assez, je pense, sereinement en relation. Et puis il y en a, il faut du rattrapage, hein. Et ça a été notre cas. Donc courage. Parfait. Ben, écoutez, merci Mirana, merci David. Je pense que voilà, on a été un plus petit groupe et du coup, c'était peut-être plus interactif que sur les gros groupes. Moi, ce que je tiens à souligner, c'est que tout ça, ça ouvre des portes, en fait. Et des fois, ça brasse un peu le cœur parce qu'on se dit, mais où j'en suis, moi, dans tout ça? Voilà, on me parle d'anxiété, on me dit que bah, la prière suffit pas, il faut aussi que j'avance au large, que je donne les moyens. Et ce qui est important, peut-être, c'est d'évoquer, David et Miranda, ce que vous proposez, puisque là, on effleure quand même les sujets, mais il ne s'agit pas de rester sur sa faim, il s'agit, enfin, moi, j'en ai fait l'expérience personnelle de voir qu'à un moment, quand il y a des trucs qui bloquent chez soi, que si on repart en disant bah, c'est bon, j'ai tout compris, bah, et ben, on repart dans les mêmes dispositions qu'avant, avec les mêmes vieilles recettes et avec les mêmes vieux échecs. Et parfois, il faut avoir le courage et prendre le temps d'assumer sa responsabilité, notamment si on a vécu, je pense, des relations un peu dysfonctionnelles, et de dire quelle a été ma part dans ce jeu, pourquoi j'ai joué ce jeu, qu'est-ce que ça a été révélé en moi en termes de vulnérabilité, de fragilité, d'attente. Et moi, j'invite vraiment tous ceux qui pressentent ça à ne pas hésiter à, ne serait-ce qu'avoir un premier rendez-vous avec David et Miranda pour balayer ça. Ça fait gagner du temps et ça fait, à mon avis, moi je le vis aussi à travers les expériences sur Théotokos, ça évite parfois de mettre des emplâtres qui ne sont pas les bons dans des fuites ou dans des emplâtres spirituels en disant bah, je vais prier, ça va arriver. Mais en fait, j'aime bien l'image qu'un prêtre m'a donnée il y a quelque temps en disant ben, le Seigneur te libère un peu comme, voilà, comme Pierre, quand il était dans sa prison, il était lié, il y avait des gardes autour de lui, donc bah, il était impossible de sortir. Et à un moment, il se retrouve dehors parce qu'un ange est intervenu, un ange du Seigneur, et il est dehors. Et là, alors soit on reste paralysé parce qu'on a retrouvé cette liberté, mais on ne sait pas où aller. Mais là, le Seigneur dit va, quoi. Va, comme il dit à l'aveugle, une fois qu'il a rendu la vue, que je veux-tu que je fasse pour toi, et après va, quoi, hein. Donc il y a cette démarche aussi, ce pas à avoir. Et je pense que ce pas, ben, parfois, quel que soit son âge, on a du mal à le faire. Et c'est pas inintéressant de se faire accompagner pour avancer sur ces premiers pas. Voilà, donc je vous laisse peut-être dire s'il y a des propositions. Je sais qu'il y a pas mal de choses. Et c'est aussi, je vous dis ça parce que c'est aussi la mission de Théotokos, c'est de dire, ben, on est sur un site, mais je trouve que c'est assez, c'est un peu le fake que font tous les sites de rencontres en disant, vous allez être chez nous, vous allez voir ce que vous allez voir grâce à notre algorithme, vous allez rencontrer la meilleure personne du monde, etc., votre âme sœur, etc. Ça, c'est faux, et du coup, ça génère parfois beaucoup de frustration parce qu'il y a un vrai cheminement à faire de soi vers l'autre et de l'autre vers soi. Et que ça, parfois, ben, on s'aperçoit qu'on n'en est pas forcément capable, quel que soit son âge, et qu'on a besoin d'être aidé ou qu'on a besoin d'avoir une oreille attentive pour nous aider justement à clarifier un peu toutes nos intentions. C'est pas neutre, hein, moi je trouve, quand on se retrouve, alors je suis un peu cash, hein, mais quand on se retrouve célibataire toujours à 50, 60 ans, et qu'on a cumulé des échecs ou peu de relations, c'est pas neutre. Donc, ce qu'on a besoin quand même à un moment d'avoir un petit coup de booster et d'épaule bienveillante pour dire, oh là, oh, regarde où tu marches et est-ce que c'est toujours le bon chemin que tu prends? Voilà, donc je vous invite je remercie les participants d'avoir eu le courage, parce que c'est le courage d'être soi, et le courage de s'inscrire à cet événement, à cette soirée. Et puis, je vous invite aussi à avoir le courage, peut-être, voilà, de faire un pas si vous sentez qu'il y a il y a des choses qui peuvent, voilà, qui ont été réveillées en vous ce soir. Mirana et David, dites-moi. Ouais, merci Olivier pour cette belle précision.
et merci pour ton partage aussi. Effectivement, c'est pas avec un webinaire comme ce soir où vous allez pouvoir travailler sur vous. On ne fait qu'amorcer des pompes. Vous voyez, on est très général. Ça va vous donner des pistes. Probablement que vous allez pouvoir poursuivre ça, mais ça remplacera jamais un travail sur soi. Donc, nous, on propose différentes choses. On propose parfois des ateliers de groupe. Alors là, on n'en a pas à proposer, mais dès le mois prochain, on proposera. Généralement, on est sur un atelier par mois. On propose des salons de rencontres. Et après, on propose aussi ben, des accompagnements. Donc, avec Miranda, on a la double casquette. On est coach et on est aussi thérapeute. Donc, on fait des accompagnements soit thérapeutiques en fonction vraiment de votre situation, de la nature de vos difficultés, de vos blocages, du travail que vous avez fait. Soit on a aussi un programme d'accompagnement en coaching, voilà, pour toutes les personnes qui rencontrent des difficultés dans leur relation amoureuse, en sachant que nous, on est vraiment spécialisé, je sais pas si tu l'as dit, si tu t'es présenté Non, tout à l'heure, bah, mais tu t'es pas là. Je me suis- on est spécialisé dans les relations amoureuses. C'est vraiment notre domaine d'excellence. On ne touche pas à tout, mais ça, c'est notre domaine de prédilection. Et si vous voulez, l'accompagnement, ça vous aide aussi à percevoir ce que vous percevez pas. C'est-à-dire que vous percevez la pointe de l'iceberg, vous percevez la conséquence de vos problèmes, mais sans identifier quels sont vos problèmes. Et nous, bah, à travers l'accompagnement, on vous permet de lever les blocages, les résistances. On travaille sur les croyances limitantes, on travaille sur des tas de choses. On vous aide à clarifier votre projet, on vous donne une stratégie étape par étape. Voilà. Donc, s'il y a des personnes d'entre vous qui, voilà, qui vous sentez bloqué, vous sentez que vous auriez besoin d'être accompagné, d'être aidé. Je sais pas si tu as laissé le lien du rendez-vous. Je sais pas si tu as Je les laissé ai ou pas. renvoyés plutôt sur le Love Quiz et le Love Test, D'accord. dans lequel déjà ils pourront regarder un petit peu ce qu'on propose. Et à la fin, vous allez voir, hein, à la fin de, vous rentrez votre mail, vous découvrez le Love Quiz, vous découvrez le Love Test, vous allez voir. Et ensuite, il y a une proposition de rendez-vous pour avoir bah, une demi-heure, soit avec David, soit avec moi. Euh, Ça dépend de nos emplois du temps, en fait, hein. C'est au En petit ce bonheur moment, à la c'est fin. vraiment moi qui m'en occupe. Mais Oui, c'est voilà, en ça. tout cas, on propose de toute façon un entretien stratégique pour les personnes intéressées. On fait le point sur votre situation et clairement, on voit si on peut vous Voilà, aider c'est ou sûr. pas. Le but, c'est de voir si on peut vous accompagner. Euh, voilà, si vous êtes motivé pour faire bouger les lignes. Voilà. Et puis, auquel cas, on a vraiment donc un accompagnement coaching. Là, on fait bouger les lignes. Là, on fait tout péter. Et sinon, on a un accompagnement thérapeutique où là, ben, on essaie de juste remettre de la paix et de l'harmonie pour la personne elle-même. On vise pas le couple spécifiquement. Ok, eh ben, merci David, merci Grana, merci à tous les participants voilà, d'avoir partagé cette soirée avec nous, pratiquement depuis 2 heures maintenant. Donc, il y aura un replay si vous voulez, voilà, s'il y a des choses qui vous ont interpellé, on vous l'enverra d'ici quelques jours, de façon à ce que vous puissiez le conserver, avoir un accès voilà, illimité. Eh bien, belle soirée. Il y aura certainement une prochaine soirée d'ici un mois dont on doit encore déterminer le, j'allais dire le thème. Mais d'ici là, vous avez un salon peut-être Oui, de en rencontre. effet. Lundi prochain. Voilà. Lundi prochain, sûrement, bah, continuer de se révéler dans les charismes hommes et femmes et voir un petit peu ce qui peut être amélioré dans vos profils Théotokos pour avoir des réponses bah, plus intéressantes, des échanges plus intéressants. Et voilà, donc partager autour de là où vous en êtes sur Théotokos. Voilà. Et puis pour ceux qui veulent vivre les choses de façon plus réelle encore à travers des rassemblements, on a sur la Pentecôte 2 week-ends qui sont proposés. Un premier week-end à Alençon pour les 30-45 ans, où vous pouvez retrouver en direct, vous retrouverez David et Mirana, voilà, sur le sanctuaire Louis et Zélie Martin d'Alençon, voilà, pour les 30-45 ans. Et puis pour les plus jeunes, les 25-35 ans se retrouvent à Cotignac avec le frère François-Louis sur le sanctuaire Notre-Dame-de-Grâce à Cotignac. Donc voilà, c'est aussi le week-end de la Pentecôte avec C'est deux ça. tranches d'âge, donc 25-35 et 30-45, donc voilà, qui se croisent. Et puis voilà, il y aura d'autres événements, notamment un cet été qu'on est en train de préparer
Tout à fait. Il n'y a pas de limite d'âge, là où vous pourrez nous retrouver pendant une semaine à Pralognan. C'est ça, voilà. Et on devait être à Cotignac, mais comme on n'arrive pas à se dédoubler en même temps sur le même week-end, On se bilote pas on en a fait. dû décliner le week-end à Cotignac, malheureusement. Voilà, merci, merci, belle soirée et belle semaine à chacune et à chacun. Bonne Merci à tous, bonne journée, soirée. bonne nuit plutôt. Ouais.